Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Salut, je suis Nina et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Si tu as l'habitude d'écouter ce podcast, tu as sans doute remarqué un changement. Et oui, car aujourd'hui, c'est à Sandra, d'habitude haute, de devenir invitée et de se prêter au jeu des questions. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par la queen des locomotives. Il y a 2 ans, Sandra faisait le premier pas d'une aventure incroyable en sortant le premier épisode du podcast des locomotives. Ce premier pas avait en fait été précédé par plein d'autres petits pas, modestes, timides, puis de plus en plus affirmés. Un long cheminement intérieur pour répondre à une question existentielle: de quelle manière initier un projet qui me fera vibrer? Existentiel, je pèse mes mots. Sandra a donné vie à ce podcast avec ses tripes et surtout avec son cœur. Son admiration pour les femmes avec un grand F est loin d'être feinte. La jeunesse du podcast s'inscrit dans une réflexion profonde, guidée par la volonté de mettre en lumière ces destins anonymes, mais pourtant si riches et inspirants. Sandra, on peut te le dire maintenant, la vraie lumière, c'est toi. 60 épisodes plus tard, il est maintenant temps pour nous de te découvrir et d'entendre ton histoire. À titre personnel, je sais déjà quelle femme extraordinaire tu es, et je suis très très fière d'être là avec toi aujourd'hui. Coucou ma Nina. Coucou ma Sandra. Oh, mais quelle belle intro. Que de compliments entre queen, lumière, femme extraordinaire, je sais plus où mettre. Mais pourtant, tu vois. Ah là là, c'est très très étrange d'être à cette place-là. De passer de l'autre côté du miroir. Ouais, ça fait très très bizarre. Bon après c'est avec toi donc c'est génial. Mais je dois le dire quand même, je suis un petit peu stressée. Oh, moi aussi, parce que c'est pas vraiment mon métier principal, mais, ah bon mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Alors Sandra, oui. tu es avec nous aujourd'hui. Oui. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr. Alors je m'appelle Sandra, je suis la fondatrice des locomotives, j'ai 32 ans, je suis maman aussi d'un petit garçon. Et aujourd'hui, je passe de l'autre côté pour la première fois, donc c'est très bizarre. Alors, on va faire les questions finalement assez habituelles du début que j'ai appris grâce à toi. Donc, peut-on revenir un petit peu en arrière? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et nous expliquer les moments clés de ta vie et comment tu es arrivée là où tu es aujourd'hui? Oh là là, mais tu es faite pour ça, Nina, je crois que tu vas me remplacer, c'est pas possible. N'est-elle pas incroyable, franchement? Oui, donc avec plaisir. Alors la grande question, c'est toujours se demander où est-ce qu'on a enfin, Par tu quoi vois, on commence? par où on commence, combien d'années en arrière je reviens, je sais pas trop, mais disons qu'on va revenir déjà pour l'instant à mon parcours d'études. Donc en fait, j'ai un parcours très classique et j'aime bien le souligner parce que je trouve que c'est pas forcément, j'ai pas un parcours atypique, j'ai pas fait des choix de vie de fou, enfin voilà, donc c'est toujours intéressant de savoir que mon parcours est banal. Voilà. Donc j'ai fait une école de commerce, très, très originale puisque je ne savais absolument pas quoi faire de ma vie, et que, c'est vrai qu'on m'avait, recommandé de faire une école de commerce comme ma grande sœur, heu, pour être encore plus originale et que, c'était un peu la mode à l'époque, en fait, les écoles de commerce, tous les parents étaient fans, et voulaient envoyer leurs enfants en école de commerce, et c'était un peu: «Oui, tu verras, ça t'ouvre toutes les portes, faut aller regarder, l'école de commerce, tu vois, combien elle était dans le classement, si ça faisait partie des meilleures ou Ouais. pas». C'était un peu le délire de l'époque. Donc j'ai fait Schema Business School, à l'époque ça s'appelait le CERAM et donc c'est dans le sud de la France parce que je voulais absolument rester, chez moi, à côté de Nice.
à Sophia Antipolis, c'est exactement cette école. Voilà, et donc je regrette pas du tout ce parcours parce que c'est vrai que les écoles de commerce, bon, ça coûte une blinde, ça c'est totalement vrai, beaucoup trop cher. Mais par contre, ça permet de faire des stages hyper intéressants dans de belles entreprises si on se débrouille pas trop mal, de partir à l'étranger. Donc ça, c'était vraiment le gros plus, je dirais. Oui. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à Londres 2 fois pour 2 stages. Ça a été 2 expériences incroyables. Ça m'a vraiment révélée, je dirais. C'était des stages longs? Ouais, j'en ai fait, enfin non, pas très long en fait. Il y en a. Le premier, c'était un stage de 2 mois et le deuxième, c'était un stage de 6 mois. Quand même. Ouais, donc ça, tu vois, Ah, c'est ça te permet d'être en immersion, quoi, ouais. un petit peu. Mais donc trop cool, c'était vraiment un de mes rêves de partir à Londres. J'étais un peu obsédée par cette ville et je voulais absolument vivre cette frénésie londonienne. Donc Paris réussi, c'était vraiment très très cool. Et l'autre de mes rêves, c'était de faire un échange sur un campus américain. Mmh. C'était vraiment mon dream, tu sais, à force de regarder Force toutes de les regarder des séries. séries, Ouais, ouais. exactement. Genre les frères Scott, je sais Très plus, bien. ouais. Je ne sais plus quelle autre série, mais j'étais tellement fan, et donc voilà, j'avais postulé pour partir, à San Francisco, à Miami, je ne sais plus où, mais c'est le genre de truc, il y avait, 1 ou 2 places, donc bien entendu, je n'ai pas été prise, et mon cinquième et dernier choix, c'est celui que l'on m'a accordé. Et donc je suis partie en transfert, dans un campus à Raleigh, en Caroline du Nord, pendant, 6 mois, et ça a été exceptionnel. Et c'était 6 mois, donc tu étais, pareil, en immersion totale, tu vivais sur le campus, enfin, tu étais comme une étudiante de ce campus Ouais, pendant les 6 exactement. mois? Exactement. Sauf que bien sûr, tu es, évidemment avec des élèves enfin des étudiants de ton école, donc tu es avec des Français surtout. Après, on OK. avait rencontré quelques potes américains, c'était cool. Mais ouais, tu es en immersion totale dans une résidence universitaire, tu es, tu seule quoi. Enfin, tu dois te débrouiller avec tes potes, aller en cours, faire ta vie, faire tes courses, acheter ce qu'il faut Mmh. pour ton appart, donc c'était un peu une nouveauté, pour moi. D'ailleurs, je suis arrivée dans une coloc avec des gens que je ne connaissais pas qui aujourd'hui, bah, font partie de mes meilleurs potes. Ils se sont moqués de moi parce que je suis arrivée vraiment en touriste, tu vois? Je savais même pas à quelle heure je commençais, quels étaient les cours, j'avais rien, j'avais même pas de drap, j'avais pas de couette, il y avait rien dans l'appart en fait, fallait acheter plein de trucs. Je ne savais Mmh. absolument pas comment faire pour acheter une carte de téléphone et appeler depuis là-bas. Je ne savais pas où était le mall pour faire les courses. Je n'étais au courant de rien. Vraiment, j'arrivais comme une touriste en mode «Hey!» Mais et c'est voilà. très amusant ça parce qu'aujourd'hui, te connaissant un peu, je peux, orienter ce que je vais dire, mais Oui. tu es plutôt quelqu'un d'assez, carré, enfin, si, carré, organisé, tu fais pas les choses, tu fais pas les choses par-dessus la jambe et donc tu penses que c'est cette expérience-là qui t'a aussi un peu, obligée À être organisée? à être organisée? J'irais peut-être pas jusqu'à Mmh. dire organisée, mais à être un peu plus carré. Je sais pas. D'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que je me suis posé la question, bah, la semaine dernière. Je me disais: «Est-ce que je suis quelqu'un d'organisé?» Et je n'arrive pas à répondre à cette question parce que des fois, j'ai l'impression d'être hyper organisée et d'autres où je me dis: «Bah, non, regarde là, tu es pas du tout organisée». Donc je sais pas. J'aime bien quand même me laisser porter, par la vie et par le feeling. Ouais. Donc non, je pense pas que cette expérience m'a fait devenir organisée. Je pense pas parce que franchement, tout le long de ce semestre, et Anne et Guillaume, big up à eux d'ailleurs, c'était mes colocs, mes potes, en sont totalement témoins. Je me suis laissée porter quoi. C'est-à-dire que ça a été mes parents, d'ailleurs je les ai appelés mum and dad pendant tout le semestre, mais clairement je me suis laissée porter quoi. Donc je sais pas. Ouais. Je suis pas sûre que cette expérience m'ait changée, mais je sais pas pourquoi après je suis devenue organisée et pourquoi j'étais complètement, je pense que j'étais tellement tétanisée à l'idée de partir seule, je connaissais personne, tu vois? Enfin, c'était pas mes Ouais. potes, j'avais pas de potes, donc j'étais, ouais, non, j'avais peur, j'étais tétanisée, terrorisée. Je laissais en plus mon petit copain, qui restait en France, donc j'avais très peur que ça nous sépare. Enfin bref, j'étais pas du tout à l'aise, quoi. Je suis arrivée, j'avais déjà perdu 2 kilos, j'étais hyper stressée. C'était un rêve, mais qui était pas si évident que ça à vivre finalement. Bah, en fait, ouais, c'est ça, et puis comme un peu tout grand choix dans ma vie, tu vois, j'ai toujours Mmh. ce truc avec, bah, c'est des gros changements, ça fait partie de gros changements, en fait. Ouais.
tu vois, c'est tellement l'inconnu que j'ai toujours un passage où je suis hyper, mal, hyper stressée avant d'être dans, la plénitude, le kiff total, Ouais. voilà, j'ai toujours ce passage, où je suis vraiment pas bien. Et le fait de partir à l'étranger, enfin parce que l'école de commerce finalement, si je comprends bien, c'était un choix, rationnel et finalement enfin évident dans le sens que personne s'est posé la question pour que tu fasses autre chose. J'imagine que ça enfin que ta famille était, allait dans ce sens-là, que tes parents étaient contents que tu fasses une école de commerce et enfin que personne s'est posé vraiment d'autres questions. Et Non. du coup, le stage à l'étranger, c'est pareil, enfin ça faisait partie aussi c'était un rêve de partir aux USA, mais ça faisait partie du package, éducation, prévue pour Sandra Verger. J'adore. Alors oui, alors bon, comment dire? Je dirais que pour le coup, ma mère a quand même été à l'écoute parce que je suis du genre à vouloir faire plein de choses et ça a déjà commencé très jeune. D'accord. Donc on a fait quand même plusieurs portes ouvertes. Je me rappelle qu'à un moment donné, je voulais être architecte, donc elle m'a amenée à l'école, bah, d'architecte à Marseille, si je dis pas de bêtises. Bon, j'ai tout de suite compris qu'il fallait une super moyenne, il fallait être hyper intelligent pour le faire et c'est pas que je suis pas intelligente, mais je me sentais pas à la hauteur. Je me suis dit: «Bon, c'est peut-être pas pour moi». Je me rappelle qu'elle m'a aussi emmenée à une journée porte ouverte, dans une école hôtelière à Vatel, à Mmh. Nîmes, si je dis pas de À bêtises. C'est pas Hem, Nice? Nîmes? Je sais non, pas. À Nîmes, ouais. Nîmes? OK. Et pareil, tu vois, je sais pas, j'ai pas eu le feeling et C'est marrant ça. ouais, c'est marrant, oui, parce que du coup, on parlera de la suite, mais voilà. Mmh. Mais du coup, voilà, donc je pense qu'elle se disait: «Mais elle sait pas trop quoi faire ma fille, il faut un peu que je l'oriente» et finalement, elle a eu Mmh. raison pour le coup, oui, j'avais vraiment besoin d'être orientée parce que je Mmh. savais pas ce que je voulais faire, donc voilà. En plus, la première année, donc je voulais absolument rester chez moi dans le sud, donc j'avais passé le concours d'école de commerce que j'avais loupé. Enfin, c'est pas que je l'avais loupé, mais j'avais eu des écoles que je ne voulais pas, donc j'avais décidé de n'en prendre aucune et de recommencer le concours l'année d'après. Donc j'ai fait une année de licence, BBA et de prépa pendant 1 an à Marseille avant de retenter le concours d'école de commerce et là où j'ai eu, ce qui est ma business school finalement. Mais du coup, ouais, ouais, c'était bah, elle m'a orientée par rapport à ma sœur, je dirais, mais après, elle a quand même été à l'écoute, tu vois, de ce que j'aurais aimé faire et malheureusement, c'est vrai que je savais pas trop qui j'étais et ce que je voulais, donc heureusement qu'on m'a un peu guidée, on va dire, Ouais. dans cette voie. Donc oui, OK. oui, oui, oui et non. Et du coup, enfin, tu penses aussi que le fait qu'au final, tu aies choisi de faire une école de commerce, que tu choisi de faire ça, c'est lié aussi à à ton éducation, je sais pas, dans ta famille, c'est Ah plutôt, ouais, hautes études, c'est plutôt, ouais, alors effectivement, ouais, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que, donc il y a plusieurs choses. Donc nous, on est une famille recomposée parce que mes parents ont divorcé et cetera et c'est vrai que les enfants de mon beau-père, et ma grande sœur avaient tous fait un bac S et avaient tous des belles ambitions, on va dire. Donc oui, il était fort recommandé dans ma famille déjà, avant de rentrer OK, en école, de faire un bac scientifique. C'était fort d'accord. recommandé. Donc en gros, ça voulait dire, fallait pas trop sortir des cases et valait mieux faire un bac S, pour faire comme tout le monde et parce que c'était bien vu Mmh. et parce que ça t'ouvre le plus de portes et cetera. Et après, c'est vrai que, ben, on va dire que, du côté de ma mère, en tout cas, ma mère, elle avait quand même un rêve, c'était, accéder à un statut social plus élevé puisqu'elle vient d'une famille de paysans, qui avait pas trop de ressources financières, voilà, un mode de vie plutôt simple, et elle, elle Mmh. s'est toujours dit: «Ben, moi, je veux sortir de ça et je veux me faire une belle carrière, je veux, être libre financièrement, je veux pouvoir donner le meilleur à mes enfants», parce que c'était un peu comme ça la génération de cette époque-là, c'était le meilleur à tes enfants en leur offrant des études, un statut social, une Ouais, carrière professionnelle, c'est comme ça que c'était vu le bonheur, on va dire. valoriser, ouais. Voilà. Donc ouais, ouais, C'est tout totalement, à fait j'ai honorable, hein, en soi. ouais, carrément, Ça fait peu de carrément. temps finalement qu'on commence à voir les choses un peu différemment. Oui, mais complètement et c'est d'ailleurs, bah, les comment dire? Les enfants qui ont, évolué avec une éducation comme ça, qui se sont rendus vite compte qu'un statut social et une carrière professionnelle ne te rendaient pas forcément heureux et Mmh. c'est pour ça qu'aujourd'hui on cherche un peu autre chose, Ouais. pour être heureux, en fait. Bon,
Et donc, du coup, après ton école de commerce, après ces stages et cet échange épique aux États-Unis, il s'est passé quoi? Parce que j'imagine que t'as dû lâcher ta coloc, t'as dû reprendre, arrêter d'avoir des potes qui s'occupaient de toi. Grave. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, du coup, retour, non pas retour, mais du coup, quelqu'un m'attendait à Paris, mon ancien petit ami. Du coup, j'avais décidé de partir à Paris pour trouver ce fameux CDI, hein, dont tout le monde parlait. Donc il fallait que je le trouve moi aussi, Pas ce caché. fameux CDI. Voilà, et a priori, il était fort recommandé d'aller à Paris pour trouver un CDI. Voilà. Donc j'y suis allée, mais vraiment, vraiment, vraiment à contre-cœur parce que mon rêve, moi, c'était vraiment de rester aux US et de bosser là-bas. Donc j'avais envoyé des candidatures de stages, de machin, stages de fin d'études, et cetera. Mais c'est extrêmement dur de trouver quelque chose et surtout de trouver un stage rémunéré. Donc job, j'en parle même pas parce que c'est tellement compliqué, si tu pas de pied, de relations aux US, franchement, c'est hyper dur. Mmh. Donc ça, c'était mon plan A, on va dire. Plan B, OK. c'était, je voulais vraiment, bosser à Londres. C'était beaucoup plus facile en plus et j'avais déjà des contacts là-bas. Mais en fait, comme j'avais, mon copain de l'époque qui se trouvait à Paris et qui m'attendait à Paris, qui avait déjà pris notre appart et tout, et bien, voilà, Paris m'attendait, quoi. OK. Donc j'y suis allée vraiment à contre-cœur. C'est vraiment quelque chose que je voulais pas, quoi. Je ne voulais pas passer par la case Paris. Ça me ressemblait pas, c'était pas ce que je voulais. Je savais ce que c'était cette vie parisienne. Je voulais vraiment pas y aller, quoi. Donc j'y suis allée avec une espèce de boule au ventre. En plus, quand tu reviens d'un semestre aux US, tu vois, tu es quand même, dans autre chose. Mmh. Donc ouais, là, j'ai déchanté, d'un coup, quoi. Donc je suis arrivée, aux US, j'avais déjà postulé à Paris à des stages de fin d'études, donc j'avais trouvé. Du coup, bah, je suis rentrée en France, 1 semaine ou 10 jours plus tard, je commençais mon stage de fin d'études, donc j'ai pas vraiment eu de break. OK. Hem, donc j'arrive à Paris, 2 mois dans ce stage de fin d'études, je commence un peu à me faire chier et je me dis, je ça me saoule, quoi, il faut que je fasse autre chose, il faut que je trouve un truc, et j'avais Mmh. déjà fait un stage dans l'hôtellerie, donc je me suis dit: «Ben, j'avais tellement kiffé, je vais essayer de trouver mon 1er CDI dans l'hôtellerie». Donc j'ai envoyé des CV, dans des hôtels, un peu de luxe à Paris, et donc j'ai été prise, à l'hôtel du Collectionneur à Paris, et c'est là où j'ai commencé, ma carrière, dans l'hôtellerie de luxe, Mmh. et là où je t'ai rencontrée d'ailleurs, Dina, on peut le dire. Oui! Cet hôtel a changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens, je crois. C'était, ça a été un hôtel, non mais c'est vrai, cet Ouais. hôtel, c'est marrant. Enfin, pour beaucoup de gens, je sais pas, mais en tout cas, on est quand même 3 copines à s'être rencontrées et il s'est passé plein de choses dans cet hôtel. Ah mais complètement, Il s'est passé complètement. vraiment plein de choses. Ouais, c'était complètement fou, et c'est marrant que tu dis ça, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même ça a été le début de beaucoup de choses pour nous, en Ouais, fait. ouais, ouais. Bah, pour toi, ça a été le début de ta vie professionnelle, Ouais, le début de ta vie avec moi, le plus exactement. important. Eh oui! Mais il me semble qu'il y a eu aussi quand même une rencontre un petit peu déterminante dans ta vie à ce moment-là. Donc ça s'est mixé avec, avec le fait de découvrir un travail qui allait quand même te porter pendant plusieurs années. Mais il me semble qu'il y avait autre chose. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Tadadadin. Donc, bah, effectivement, donc je commence ce premier CDI parisien, heu, avec le garçon avec qui j'étais à l'époque. Bon, finalement, la relation, se termine puisque, ben, j'avais plus, on va dire, vraiment la même vision de la vie et les mêmes envies, en fait. Mmh. Et donc, bah, voilà, ça se termine, et donc effectivement, dans cet hôtel, je rencontre, un autre homme, heu et ça a été une grande, grande, grande histoire, puisqu'en fait, bah, ce garçon commençait vraiment à me charmer, hein. Tu en as été, d'ailleurs, témoin. Ouais, il s'est donné Heu, du mal. il s'est donné énormément de mal, ça a été vraiment un vrai Don Juan. Ça a été drôle aussi, bah, parce que du coup, moi, je vivais ça avec Nina, avec notre autre copine Hélène, donc on débriefait de tout, et elle pouvait voir, tout ce qui se passait. Et c'est une relation dans laquelle, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer puisque c'était assez atypique. Donc très, très beau garçon, hein, voilà, c'était un peu, heu, voilà,
et c'était le gars un peu mignon de l'hôtel, donc c'est toujours assez flatteur de se faire dragouiller. Il était courtisé. Il était courtisé, voilà, exactement. Cependant, j'avais 24 ans et lui en avait 38. Ouais. Et donc c'était très, très drôle parce que je me rappelle, je te disais: «Bah, attends, c'est pas normal, un mec de 38 ans, il peut pas draguer une meuf de 24 ans, le gars, il est perturbé, c'est sûr». Donc voilà, et ça montre un peu, Ouais. tu vois, ça montre, je me rappelle parce que toi, tu me disais: «Mais arrête, d'être coincée comme ça, pas du tout, quoi». Et moi, j'étais un peu, c'est vrai que j'étais coinceuse parce que moi, j'étais un peu la nana qui cochait toutes les cases, être avec un petit mec de Ouais. son âge, de bonne famille, ambitieux, mignon, et toi, tu me Ouais, disais: tu «Mais» sortais pas trop du rang. ouais, tu me disais: «Mais Mmh. Sandra, sors un peu de ça, quoi. Arrête d'être dans une case et ouvre-toi à l'esprit et au monde». Mmh. Donc bah, j'ai commencé à m'ouvrir, à me dire: «Bon, bah, OK, peut-être que», sauf que bon, il avait 38 ans, mais il avait aussi un enfant. Ouais. Donc qui a envie à 24 ans, levez la main celle qui m'écoute, d'être avec un mec de 38 ans qui a un enfant? Voilà, et donc c'est drôle aussi parce que c'est là, je me rends compte que j'étais vraiment pas con, mais un petit peu quand même à cette époque. C'est que j'étais hyper, hyper, ouais, hyper fermée en fait. J'avais un prisme, petit quoi, parce que je me rappelle Mmh. que, en fait, bah, donc Manu, il travaillait à la conciergerie, moi j'étais au service commercial, et en fait, c'est vrai, dans un hôtel, vous avez, ben, ceux qui font de l'opérationnel et ceux qui sont dans les bureaux, Ouais. et Et on mélange pas. voilà, à l'époque, moi je faisais un peu Ouais. partie de ceux qui, et c'est très con, hein, j'ai même honte de le dire, mais bon, si je suis là Mmh. aujourd'hui, c'est pour m'ouvrir à vous à 100 et sans filtre. Vous, comme vous prêtez toutes comme ça à cet exercice, il y a pas de raison que je ne le fasse pas. Donc j'ai honte de le dire, et ne me jugez pas pour ça parce qu'aujourd'hui je Si. reco ah non! Je reconnais que c'est complètement con. Les garçons, qui étaient dans l'opérationnel, je ne les regardais même pas, quoi. Pour vous dire à quel point j'étais, débile, et j'ai honte. Ouais. J'ai tellement honte de le dire, mais voilà. C'était pour moi, enfin, c'était pas que c'était impensable, mais j'avais même pas, je sais pas, je m'étais jamais Ça dit. rentrait je pense que ça rentrait pas non plus dans ton schéma de, école de commerce, réussite sociale qui se base peut-être Exactement. plus sur le niveau d'études que sur, autre chose et avoir, trouvé quelqu'un qui, en fait, ne pas regarder un mec qui ne pouvait pas rentrer dans les cases, tu gagnais du temps finalement. Mais Tu étais oui, sûre de regarder que des gens qui correspondaient exactement à ce que tu te faisais comme idée de la réussite. mais Je sais pas si complètement. cette phrase veut dire quelque chose, on Mais remettra oui. les mots dans Non, non, l'ordre, mais c'est pas grave. complètement. Mais c'est complètement ça, tu as totalement raison, et c'est quelque chose qui m'a été inculqué, je pense, de ma mère, sans lui jeter la pierre ou quoi que ce soit. Mais ma mère a toujours voulu accéder à un certain statut social, je pense consciemment et inconsciemment. D'ailleurs, c'est bizarre ce que je veux dire, mais aujourd'hui, tu vois, elle est mariée du coup à un médecin, qu'elle aime profondément, et il y a vraiment du vrai amour, entre eux. Mais je pense que ça comptait aussi, ça a joué, dans la séduction, le fait qu'il soit médecin, qu'il ait une certaine posture en fait, par rapport Ouais. à ça. Et c'est vrai que oui, après moi je suis rentrée dans un truc d'école de commerce, de petits mecs, bien rangés, qui viennent de mondes un peu aisés, et cetera. Donc oui, c'est vrai Mmh. que, bah, j'avais même pas pensé à aller voir ailleurs, quoi, à aller voir dans autre chose que dans ça, quoi. Mmh. Donc heu, donc voilà, donc ce Manu, qui quand même, persiste, heu, de fou, quoi. Enfin, il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas, et c'est vrai que, bah, moi, je sentais bien que je l'aimais bien quand même, mais pour moi, c'était un peu une histoire interdite. Enfin, de se mettre Mmh. avec quelqu'un qui est pas du tout, comme moi, quoi. Enfin, on venait pas du tout de la même éducation. Ouais, L'opposé complet, ouais. l'opposé complet, ça n'avait pas de sens, et en plus de ça, un gosse, 38 ans, enfin, bah, non, quoi, enfin, c'était vraiment impossible, et donc je persuadais mon cerveau, vraiment, j'essayais de le formater en te disant: «OK, tu peux peut-être un petit peu profiter, t'amuser avec lui et cetera. Par contre, c'est interdit d'aller plus loin avec lui. Tu ne construiras rien avec lui». C'est Heu, réussi, très c'est réussi. réussi. Ouais, ouais. C'est réussi. Mais donc c'est très intéressant de parler de cette histoire parce qu'à cette époque-là, j'avais rien compris à la vie, clairement. Je n'avais rien compris à la vie, je n'avais rien compris au bonheur. Je n'avais pas compris ce que ça voulait dire être heureuse et faire des choix pour soi. Et en fait, je pense que ça a été vraiment un des premiers choix que j'ai fait avec mon cœur et pas avec ma Mmh. tête.
et c'est ça qui a tout changé et aujourd'hui, bah, Manu, c'est mon homme, c'est le père de mon fils, ça fait, 8 ans qu'on est ensemble et c'est, c'est un peu cheesy de dire ça, mais c'est mon âme sœur. Enfin, tu vois, c'est Mmh. ma moitié, c'est mais on s'est tellement trouvés, on est tellement complémentaires, on est tellement enfin bref, c'est tellement le meilleur choix que j'ai fait et je me rappelle à cette époque-là, je disais en rigolant: «Ah trop drôle, si ça se trouve dans 10 ans, je serai encore avec lui, on sera mariés, on aura des gosses». Mais c'était pour moi impensable, enfin impensable. Ouais. Je pensais pas vraiment que ça allait se faire, même si je trouvais ça drôle dans l'idée de se dire que ça pourrait exister, mais j'y croyais pas une seule seconde, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. Bah, ça a été, oui, ça a été plein de rebondissements. Et c'est vrai que c'est super, enfin, du coup, pour l'avoir vu depuis le début et avoir été, en plus, enfin, j'étais proche de toi, mais je m'entendais bien avec Manu aussi, donc j'avais le droit à quelques petites confidences désespérées de mais comment faire pour qu'elle m'aime et de voir aujourd'hui ce que vous êtes devenus, enfin, c'est émouvant, franchement, c'est émouvant de. Enfin, on savait pas encore ce que ça allait donner à l'époque, mais toi, t'étais perdu, lui, de sa part, on sentait quand même une sincérité absolument désarmante. Et voilà, et aujourd'hui c'est l'amour avec un grand A. Donc Ouais, c'est mais beau. ce qu'il faut pas oublier et c'est ça que je répète, à celles ou ceux qui peuvent me dire: «Non mais vous êtes trop mignons, non mais si, machin». Oui, mais attention, enfin ça a été, aussi très difficile. On a dû prendre certaines décisions, on a dû faire des concessions, Oui, enfin, oui. tu vois? C'est de vivre avec quelqu'un qui a un enfant, garde partagée, Manu, il vivait en région parisienne. Autant vous dire que, ben, moi j'étais pas à Paris pour vivre en région parisienne et ça fait un peu la petite meuf, mais bon, c'était ça en gros. Je me voyais pas du tout Oui. vivre en région parisienne et d'ailleurs ça a été, mais l'horreur pour moi ces années en région parisienne, mais j'étais pas du tout dans ma vie. Je me rappelle, je disais tout le temps et je sais pas si je te le disais, mais j'avais l'impression de pas vivre ma vie quoi, de pas être la Oui, protagoniste de ma vie. J'ai l'impression de pas avoir choisi en fait ce que j'étais en train de faire. oui, oui, L'endroit où je vivais en complètement. tout cas Complètement. et Non, ça mais franchement c'était complètement. horrible. Ça a été. Enfin, oui, si, je me rappelle très bien parce que c'était. Enfin, c'était sûr que t'étais un peu. Ce moment-là de ta vie, t'étais de passage, quoi. Ouais, Et c'était sûr qu'il y avait une transition derrière, sans savoir quand est-ce qu'elle allait arriver, mais c'était sûr, ça se dessinait assez clairement quand même. voilà et puis c'était hyper angoissant parce que, bah, par amour, tu fais quand même des concessions, tu as envie que ça Ouais. fonctionne, puis ça fonctionnait tellement bien entre nous. Enfin, on était des aimants, quoi. Il y avait pas d'autre solution que d'être ensemble, en fait. On devait faire en sorte que ça marche, même si, bah, Mmh. c'était dur, même si, ben, moi, je me retrouvais dans une situation, avec un homme, voilà, de beaucoup plus vieux que moi, un enfant et tout. Hyper chelou, quoi. Enfin, moi, j'étais pas du tout dans les gosses à cette époque-là. Voilà, c'était pas du tout ce que je voulais, quoi, pas du tout. Donc hyper difficile, mais en tout cas, voilà, on a persévéré, on a fait tous les 2 des compromis. On a toujours essayé de trouver des solutions, de discuter, de communiquer à fond pour voir ce qui allait fonctionner. Ouais, Mais effectivement, dans ma tête, je me disais: «Il est hors de question que je passe ma vie ici, enfin, c'est pas ouais. possible, c'est inenvisageable». Mais du coup, à ce moment-là, pendant toute cette période-là où, vous êtes au début ensemble sans habiter ensemble, puis ensuite où tu habites en région parisienne pour simplifier les choses, et cetera. Donc tu travailles dans l'hôtellerie, tu travailles au collectionneur, mais plus très longtemps après, tu changes pour Ouais, aller chez Onotel. oui. Et donc à ce moment-là, enfin, du coup, vraiment, tu restes dans l'hôtellerie quand même, tu restes dans cet univers-là, tu bascules un petit peu dans l'opérationnel quand même, si je me trompe pas. Ouais, ouais. Euh, et du coup, ça, c'est ta vie, et au début, elle te plaît quand même. Toute Oui! cette partie travail compense un petit peu le fait que t'es pas, alors que t'es épanoui en amour, mais pas épanoui dans la vie que vous êtes en train de créer. Ouais, ouais, c'est totalement ça, en fait. C'est totalement ça. C'est qu'en fait, bah, effectivement, j'étais quand même assez épanouie dans le boulot. Je m'éclatais. Donc les 4 années, au collectionneur, j'étais, responsable commerciale bah, dans le service externe. Donc ça veut dire, en fait, que tu es, définie sur une zone géographique et tu vas aller chercher des clients pour, ton hôtel à l'étranger. Donc moi, j'étais, Europe et Asie. Donc en fait, je voyageais tous les mois quasiment et c'était Ouais, cool. C'est cool. Quand tu as 25 ans, c'est trop bien, enfin, voilà. oui, surtout que c'est Heu, des beaux voyages. ouais, tu te fais des beaux voyages, tu fais des hôtels, laisse tomber. Quand tu es dans l'hôtellerie de luxe et qu'en plus tu fais des voyages, pour l'hôtel, en général, le budget est assez cool. Donc Mm. tu c'est du kiff, c'est vraiment du kiff.
jusqu'à un moment donné, effectivement, où j'ai eu envie d'être un peu plus sédentaire, que les voyages, c'est quand même hyper fatigant. C'est joli sur le papier, mais au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol. Ouais. Et donc, ouais, j'ai pris un poste de directrice d'hôtel, pardon, chez un groupe qui s'appelle Onotel. Et donc ça, c'était à 27 ans. Donc toute cette partie-là, j'étais vraiment en plein kiff. Clairement, t'as tout à fait raison. Je kiffais, je montais rapidement, je testais en plus. J'étais contente d'avoir eu le courage de tester un nouveau job, de changer, de prendre la direction d'un hôtel, de gérer une équipe. Il fallait en plus que je relève cet hôtel qui allait pas bien. Enfin, il y avait un énorme challenge. C'était génial. On va pas, voilà, on va pas cracher dans la soupe. Je me suis éclatée à cette époque-là. Et en plus de ça, effectivement, j'étais pas hyper sereine dans le schéma de vie que j'étais en train de construire. Dans ma relation, c'était le summum et le top. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais effectivement, l'environnement qu'on est en train de créer ne me ressemblait pas Ouais. du tout. Et ça, c'était très, très compliqué parce que du coup, j'étais pas du tout alignée en fait avec l'environnement qu'on essayait de se créer. Et il fallait trouver des solutions. Donc, on a déménagé, trouvé un endroit qui nous correspondait plus. Donc là, ça allait mieux. Mais quand même, dans un coin de ma tête, c'était cette vie-là, ça ne me correspond pas. Moi, ce que je veux, c'est une vie qui me corresponde. Et j'avais vraiment toujours ce truc en tête de retourner dans le sud, vivre la vie dans un environnement, enfin, vivre notre vie dans un environnement Mmh. qui, qui, je pense, en plus, nous convenait plus à tous les deux, quoi. Parce que, bref, c'est long, mais clairement, oui, c'était un objectif que j'avais en tête. Oui, d'avoir Et donc, l'impression de commencer quelque chose. ouais, voilà. Et donc, les choses deviennent de plus en plus sérieuses entre nous. Et nous décidons d'enfanter. D'enfanter ensemble. Alors, Oui, je si je sais. peux, Si je non, peux me mais quand permettre. même, faut revenir, oui, faut revenir sur ce, on décide d'avoir un enfant, parce que du coup, l'avantage que ce soit moi, c'est que j'ai quand même des petits détails que je peux livrer en plus. Sandra dit qu'elle va s'ouvrir à 100%, mais quand même, c'est qu'on est passé avant par une phase de oui, non, et un jour, la décision finale est prise un 31 décembre, à C'est la tellement vrai. fenêtre, une clope, une coupe de champagne, ma poule, j'arrête la pilule. Manu ne réagit pas du tout parce que ça devait être la 25e fois que tu lui disais. Non, je te jure, jamais, jamais, jamais. C'était vraiment la Ou que vous en première. aviez parlé, peut-être, je ne sais pas. Il a dit un oui chérie, d'accord. Et je me suis dit bon, pourquoi pas. Et le fait est que tu as réellement arrêté la Ah, mais pilule complètement. après. Et c'est là d'où mon ambivalence persistante, c'est que j'ai vraiment ce truc, tu vois, tu me demandais: «Est-ce que tu organisé et tout?» Oui, je pense que je planifie des trucs dans ma tête. Un peu consciemment, un peu inconsciemment, c'est un peu bizarre. Et j'ai ce côté, hyper impulsif où d'un coup je vais vous péter un truc genre, «Allez c'est bon, j'arrête la pilule, je fais un gosse, quoi». Et ça s'est passé et c'est drôle que tu le racontes parce qu'effectivement j'aurais peut-être pas raconté, c'est vrai. Mais ça s'est passé exactement comme ça. Et Manu m'a dit: «OK ma chérie». Et parce que oui, effectivement, Manu, il m'avait donné un peu une deadline. Du coup, il m'avait dit: «Écoute, ouais, il y a un moment donné, il va falloir te lancer parce qu'on va pas faire notre gosse à 60 piges, quoi». Mm. Voilà. Donc voilà. Et vraiment, ça venait du cœur, hein. Je pense que j'étais absolument pas prête, hein, si vous me posez la question: «Quand est-ce qu'il faut faire un gosse?» Je suis pas prête et tout. Ouais. Je n'étais absolument pas prête. Mais tellement pas, enfin c'est alors j'avais envie d'être enceinte, j'avais très envie d'être enceinte, mais je n'étais absolument pas prête à ce que cet enfant, sorte de mon corps, De quoi, et toi. vive. Je n'étais absolument pas prête à ça. J'avais pas du tout compris ce que ça voulait dire de faire un enfant, tu vois? De créer un être humain, et à Mm. chaque fois que je fermais les yeux et que je m'imaginais cet enfant à côté de moi, tu sais, le voir en vie, l'imaginer et tout, mon Dieu, j'ouvrais tout de suite les yeux, pour que cette image s'en aille parce que je me disais: «Oh là là, c'est trop, je peux pas, quoi». Donc je suis restée dans le déni un petit peu un moment, hein. J'ai vécu ma grossesse pleinement, j'étais au max, franchement, j'étais trop bien, j'étais trop heureuse d'être enceinte. Vraiment ce sentiment de plénitude. Je me sentais belle, je me sentais forte, j'ai eu une grossesse magnifique, franchement, c'était Ouais. génial. Mais par contre, si l'enfant avait pu sortir dans 2 24 ans. mois, ouais, voilà, exactement, j'étais OK avec ça, quoi. Il y avait pas de problème. D'ailleurs, ce qui m'a du coup, comment dire?
jouer un tour et c'est là où le psychologique est quand même assez puissant, c'est que du coup, mon accouchement a duré une éternité et j'avais tellement peur qu'il Ouais. sorte que je pense que j'ai retardé psychologiquement, l'ouverture du col et cetera et cet accouchement, il a Mmh. été atroce, quoi, enfin, super mauvais souvenir, Ouais. et après, pas bien du tout les premiers jours, baby blues et cetera. Enfin, j'étais pas prête, quoi. J'étais pas prête et c'est intéressant de le dire et c'est du déculpabilisant aussi de dire, on peut Ouais, faire un de dire enfant que même c'est quand on pas n'est pas prête. forcément merveilleux. Oui et que c'est pas Oui, et forcément, que c'est pas forcément, oui, parce qu'en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que ma mère m'a toujours dit: «Oh, non mais l'accouchement, ça a été le plus beau jour de ma vie». Mais ça, je ne le comprendrai Ouais. jamais. Faut d'ailleurs que faudrait que j'aie cette discussion, une autre fois. Alors, Maman. je pense que complètement pour des femmes, ça peut complètement être le cas, mais enfin de tout du coup, de plus en plus autour de moi, mes amis, mes proches, ont des enfants et en ayant mon âge, et c'est clairement pas la majorité qui me rapporte que, c'était le plus beau jour de leur vie. Ouais et alors moi j'ai des potes clairement, ça a été incroyable. Elles ont accouché, enfin d'où ma pote Julia, d'ailleurs Julia si un jour tu écoutes cet épisode, Julia incroyable. Elle accouche, elle a surkiffé son accouchement. Je la vois, le lendemain ou le surlendemain à la Martinée, putain je vais y arriver, à la maternité avec son petit poum poum short, toute pimpante, rayonnante, le gosse dans le berceau, hop hop qui s'affairait. Enfin moi je me rappelle pendant 15 jours j'étais en PLS, après l'accouchement quoi. Tu vois? Mais Non, je mais heureusement que pour certaines, c'est merveilleux, hein. Ouais et puis je me rappelle, elle me dit: «Mais attends, Cendre», oui, parce que sachez que mon surnom de toutes mes potes m'appellent Cendre, voilà. Il y a un poisson qui s'appelle le Cendre d'ailleurs, c'est pas très Ouais. pas très sexy. Bref, et elle me dit: «Non mais attends, Cendre, si je pouvais accoucher demain encore une fois, je le ferais quoi». J'étais là: «Mais what?» Bref et à cette époque-là, j'étais pas encore Ouais. enceinte, je n'avais pas encore découvert les joies de l'accouchement. Mmh. Mais ouais, du coup, voilà, je pense que j'ai retardé ce truc, de ouf quoi. J'avais trop peur. Et du coup, donc tu accouches, en 2019. avril 2019, Ouais. tout à fait. Et en fait, malgré tout, enfin, avant d'accoucher et avant d'être un peu, emportée par le flot de tout ce que ça a apporté, dans ta vie, pendant ta grossesse et pendant ton congé, maternité, tu commences quand même un petit peu à te dire que tu pas forcément là où tu devrais être et que tu fais pas forcément ce que tu voudrais faire. Ouais, Très tout très à fait. énigmatique comme phrase, mais Si, si, tout à fait. En fait, il faut savoir que quand on tombe enceinte et ça le fait chez beaucoup de femmes, en fait, il se passe beaucoup de choses en toi puisque ça remet, je pense, en question la femme que tu es, la femme que tu veux devenir et moi, c'est exactement ce qui s'est passé, et je pense que ça a été, en plus d'aujourd'hui d'avoir un fils merveilleux et c'est, en toute transparence un bonheur, infini. ouais. C'est aussi, je pense et c'est vrai, franchement, je le pense vraiment, c'est une expérience comme d'autres, hein, il y a plein d'autres expériences qui permettent ça aussi, mais ça fait partie de ces expériences qui te permettent d'aller un peu plus vers le vrai toi, vers la femme que tu as envie de devenir et moi, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte et là, c'est inexplicable, mais j'ai eu une émulsion de choses qui s'est passée en moi. Déjà, je me suis vachement plus affirmée au niveau de ma personnalité. J'avais vachement moins peur en fait, d'être ce que je voulais être, de donner mes opinions, d'ailleurs j'ai claqué, des messages hyper, comment dire? Je me suis un peu lâchée auprès de ma famille et j'ai un peu dit, ce que je pensais auprès de tout le monde et des trucs que j'avais pu, des Oui, choses, je me rappelle de oui, ça. tu te rappelles de ça? Mmh. Ouais, J'ai ouais. un peu réglé mes comptes avec certaines personnes, ce qui Mmh. m'a fait grand bien, hein. Il y avait des choses qui devaient sortir et je me sentais, mais d'une envie de les sortir, mais comme jamais, quoi. Il fallait que ça sorte. Donc ouais, il y a eu un petit premier, voilà, il y a eu ça. Et ensuite, effectivement, je me suis rendu compte que oui, OK, jusque-là, j'avais kiffé mon taf et tout, mais effectivement, j'y étais un peu allée les yeux bandés. Tu vois? Je suivais un truc, sans trop savoir pourquoi. Oui, c'est cool, ça flotte, c'est sympa, il y a de l'énergie, j'ai un bon petit Mmh. salaire, je monte en responsabilité, en truc, OK, mais pourquoi je fais ça? Et là, j'ai pas su répondre à la question et je me suis dit: «OK, ça, c'est un problème» et c'est vrai que je me sentais un peu, pas inutile, auprès du monde, mais un petit peu. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'apporte aux gens?» Tu vois? Mmh. Qu'est-ce que j'apporte aux gens aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde aujourd'hui? Et je crois que j'avais envie de faire bien plus que ce que j'étais en train de faire, à ce moment-là et je réalisais que
plus je parlais autour de moi de qui voulait faire quoi dans sa vie, est-ce qu'on était heureux ou pas. Les filles en général me disaient: «Ben, moi j'ai un autre projet en tête, mais jamais je lui donnerai vie parce que j'ai peur, parce que si, parce que financièrement c'est chaud, parce que, imagine ça marche Ouais. pas, parce que et puis quand même j'ai un super CDI, un super salaire, nin». Alors que ces nanas étaient absolument pas heureuses dans leur taf, quoi. C'était, un calvaire, elles bossaient de ouf, enfin, tu Ouais. sentais vraiment qu'il y avait un manque d'épanouissement, au niveau professionnel. Et du coup, c'est là où ça a commencé à me travailler effectivement et je me suis dit: «Non mais attends, c'est pas possible qu'en 2019, on ne vive pas de ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est pas possible qu'on ait aussi peur de Ouais. se lancer dans nos projets, quoi. Pourquoi est-ce qu'on est guidé par la peur comme ça?» Et c'est là que ça a commencé effectivement et que je me suis posé des millions de questions. Je commençais à créer des projets, des applications dans ma tête, enfin, j'allais très loin dans mes idées, je savais pas trop encore où j'allais. Mais en tout cas, ouais, Mmh. c'est là que tout a commencé. C'est, c'est la genèse est là. Tout à fait. Et et du coup, alors après, donc c'est ce qu'on disait, tu accouches, en avril 2019 et finalement toutes ces enfin, emportée par le tourbillon de la vie et par toutes les nouvelles responsabilités et tout ça, tu mets un peu ça finalement de côté et tu reprends ton travail. Eh ben, alors, Enfin, tu le mets de pas côté, vraiment, pas ouais, réellement, pas mais réellement, ouais. tu le suspends, on va dire. Je le sus alors, mais pas réellement non plus parce que enfin, si, mais tu es allé trop vite. En fait, oui, tu as raison, OK, mais il faut que je raconte une étape du coup. vas-y. Voilà, donc nous revenons donc voilà, donc j'accouche, super accouchement, non je rigole. Donc voilà, le bébé est là, congé maternité incroyable, franchement sans déconner, hein, formidable, j'ai adoré parce que, ben, c'est un moment qui est hors du temps en fait. Tu n'as plus à devoir à te lever pour aller au travail, et en plus de ça, je pense honnêtement que j'ai jamais fait autant de choses que pendant mon congé mat. C'est-à-dire que c'est là où j'ai vraiment travaillé sur le projet et j'étais prête à démissionner, je voulais pas reprendre le travail. Donc mon objectif, c'était: «Sandra, bouge-toi les fesses pour mettre en place quelque chose qui te permet de te rémunérer et de démissionner». C'était vraiment ça mon objectif. Donc je me rappelle, je voulais faire du dropshipping, donc je m'étais formée de ouf, j'avais créé un site en ligne où je voulais vendre des produits pour bébés, donc j'avais, tout mis en place. Mon site était prêt, j'avais, déposé la marque et cetera, et je me suis dit: «Bah, grâce à ce site, je vais avoir une rémunération et je vais pouvoir lancer mon projet». Sauf qu'en fait, je me suis dit: «OK, le dropshipping, c'est pas très éthique» et je suis jamais allée, jusqu'au lancement de ce site parce qu'en fait, le dropshipping, tu vends des, articles 3 fois plus cher que tu as Mmh. trouvé sur, le site, AliExpress, donc des trucs qui viennent de Chine. OK. Donc c'est pas hyper éthique et je me suis dit: Mmh. «Bon, Sandra Verger, ce n'est peut-être pas une très bonne idée». Donc en parallèle de ça, je cherchais quand même d'autres trucs, je me disais: «Bon attends, faut que tu te trouves un taf de freelance en quelque chose, comme ça, voilà». Fallait que je trouve quelque chose pour me rémunérer et pouvoir quitter mon taf. Mmh. Et donc je travaillais à donf sur ce projet, les locomotives, j'avais déjà ce nom que j'ai d'ailleurs trouvé avec toi, lors d'une Oui, c'est vrai. discussion, voilà. C'est Nina un jour qui m'a dit, le jour de mon anniversaire, je ne sais plus lequel d'ailleurs, qui me dit: «De toute façon, nous les femmes, nous sommes des locomotives» et c'est fou n'empêche, hein. C'est fou, Mmh. mais mais du coup ce nom je lui ai dit, je te l'ai dit ce jour-là, j'ai dit, «Un jour j'en ferai quelque chose», je savais Un pas encore jour, quoi. ouais, c'est vrai. C'est fou, hein? C'est fou. Ouais. Et donc voilà et j'arrive donc super congé mat, les vacances, l'été et cetera. En plus, j'avais pris 6 mois donc franchement, trop cool et Mmh. là, septembre 2019 a sonné. Septembre 2019, donc c'est le moment où ton bébé, faut que tu le mettes dans la crèche ou auprès d'une nounou, donc ça m'a déchiré en 1000 morceaux déjà. Hyper dur Ouais. pour moi de laisser Léo, tu vois, ils sont minuscules à cette époque-là, enfin, c'est tellement Ouais. bizarre, je trouve, c'est tellement difficile, bref. Donc il y a déjà ça qui m'a mis un coup sur la tête. 2e truc, c'est que je suis retournée au bureau, gonflée à bloc, trop sûre de moi. J'arrive, je passe la porte et l'objectif, c'était de dire à mon boss: «Je veux démissionner». Donc ce que j'ai fait, franchement, j'ai eu les cojones, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai eu, le courage de le faire et j'y suis Ouais. allée et je lui ai dit: «Bon écoute», Gaëtan, il s'appelait. «Gaëtan, il faut que je te dise que, je ne souhaite pas reprendre, j'ai un projet en tête que j'ai envie de développer et j'ai plus envie enfin voilà, ma place n'est plus ici, je sens vraiment que je dois travailler sur ce projet, quoi». Et là, il commence à discuter et cetera. On s'entendait hyper bien et je savais que j'étais un bon élément, tu vois? Et je savais que j'étais remplaçable. Tout le monde est Mmh. remplaçable d'ailleurs, hein, personne n'est irremplaçable, Bien mais je savais sûr. qu'il voulait me garder, tu vois, quand même.
Mmh. Et du coup, bah, il me dit: «Oui, mais t'es sûr? Est-ce que t'as vraiment travaillé sur ce projet? Est-ce qu'il est viable? Est-ce que tu peux pas faire les 2 en parallèle? C'est peut-être un peu tôt pour, tout quitter, pour, te lancer et tout». Et donc Ouais. effectivement, tu vois, je me remets grave en question. Je me dis: «Mais ouais, il a raison en fait, il a raison, c'est pas le moment». Je sais même pas, ce projet, je sais même pas ce que c'est au final, je ne savais pas encore ce que c'était. J'étais en pleine réflexion, Mmh. j'étais pas sûre de moi et tout. Et c'est vrai que je me fais un peu manger le cerveau à ce moment-là, manger le cerveau ou pas, parce que finalement, c'est vrai que ses arguments étaient bons, étaient viables, étaient plutôt intelligents en plus. Mmh mh. Et du coup, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais déjà appelé mon boss pendant mon congé mat en disant: «Ouais, écoute, je veux changer de poste, je veux pas revenir à l'hôtel où je suis, si possible, si je peux changer de poste, c'est cool». Et du coup, là, il m'avait offert, un poste au siège, parce que je voulais plus être, directrice d'un hôtel. Bref, donc il y avait aussi cette nouvelle prise de poste qui allait être assez chaude parce que je devais, gérer 3 hôtels. Bref, du coup, il y a eu beaucoup de choses d'un coup. Donc je décide de rester dans mon taf, je prends ce poste et là, ça a été compliqué, enfin j'ai senti que c'était beaucoup et que j'étais pas forcément là Mmh. où je devais être et du coup, Mmh. ben, je me suis pas du tout écoutée, et en novembre 2019, en novembre 2019, du coup, c'est là où il s'est passé un truc un peu flippant et que, ça a été un peu la pire période de ma vie. En fait, j'ai fait un Mmh. gros malaise, devant je regardais la télé, on mangeait une pizza et là, gros malaise, mais vraiment qui est venu d'un coup. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas prévenu, il n'a pas dit: «Coucou, attention, j'arrive». Non, non, c'était vraiment, bim bam boum, et donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu, des fourmillements dans le bras, dans le visage, sensation de vraiment partir quoi, d'être en urgence vitale, immédiate quoi. Et j'ai eu extrêmement peur et à ce moment-là, en fait, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Donc bien sûr, on a appelé les pompiers et cetera. Je suis partie à l'hôpital, et j'avais rien. Et c'est là où ça a commencé, ça a été vraiment très compliqué parce que tu te dis: «Putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Et surtout, on te donne pas de réponse, on te dit: «Tu n'as rien». Mais tu te dis qu'il s'est passé un truc quand même hyper fou parce que ça a été, flippant de ouf. Mais par contre, tu as pas de réponse, tu ne sais pas ce qui se passe. Et à cette époque-là, j'avais pas du tout conscience de tout ce qui était, maux physiques liés au psychologique, tout ce qui était angoisse généralisée, burn-out et tout. J'étais pas du tout, je n'étais pas au courant en fait de tout ça. Mmh. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais fait un malaise comme ça, Au travail, ouais, au travail. quand tu étais à la villa de Danton. Exactement, 3 ans Mmh. auparavant. C'est là où je vous dis quand je vous dis: «Soyez hyper attentive, à ce que votre corps vous dit». C'est que je me rappelle, bah, pareil, même malaise, je vais à l'hôpital, je pense que clairement je suis en train de voilà, d'avoir un truc hyper grave, j'ai très, très peur ce jour-là aussi et pareil, je sors, on me dit: «Tu n'as rien». Et 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, ce même malaise se reproduit. Et c'est ça où tu te dis: «Putain, on m'avait déjà prévenu». Il y avait déjà quelque chose, tu vois? Ouais. Où j'aurais dû me dire, j'aurais dû me poser plus de questions. Sauf que, bah, je me suis pas posé plus de questions. Et du coup, des mois géniaux se sont enchaînés, hein, comme tu le sais. Donc je sors de l'hôpital, on me dit que j'ai rien et 10 jours plus tard, ça recommence. Et là, ça a été la descente aux enfers, c'est-à-dire que ça a recommencé un gros malaise comme ça. Et après, j'ai été prise d'anxiété au quotidien. C'est-à-dire que j'avais tout le temps des fourmillements, des trucs, des maux physiques, mal au dos, très mal au bras. J'avais plus d'appétit. D'un coup, enfin, déjà après l'accouchement, j'avais pas trop d'appétit, mais là, j'avais plus du tout d'appétit. C'est-à-dire que je mangeais parce qu'il fallait manger, mais plus du tout d'appétit. Cette envie de manger, je l'avais pas, quoi. Horrible, horrible, horrible et je comprends pas ce qui m'arrive. Et là, je pense que j'ai quelque chose de très grave. Je me dis: «J'ai une maladie, c'est sûr. C'est sûr, il m'arrive quelque Ouais. chose». Hem, Pardon, je parle beaucoup, tu as le droit de m'interrompre, hein, Non, si non, tu non, peux non, mais plus. non, non, pas du tout. Enfin, je te laisse, dérouler là-dessus parce que c'est une partie qui a été tellement compliquée et que je connais tellement bien Mmh et mh. qui a tellement été un basculement pour toi après. C'est-à-dire que tu te dis toi-même, c'était la pire période de ta vie et heu et en même temps, comme quoi on peut toujours trouver, un truc. Ça a été révélateur, en fait. Ouais, mais complètement, complètement et tout à fait et je vais y venir, pardon. Mmh. Mais donc je tombe dans ce cercle vicieux.
qui est l'anxiété généralisée. Mais au début, je comprends pas. Donc, et en plus, j'avais mon fils à gérer aussi. Enfin, le taf, le fils, la vie, quoi. Hein. Et ma vie, à ce moment-là, c'était métro, boulot, crèche, s'occuper de l'enfant, dodo, recommencer. Recommencer et courir partout. Courir, tout le temps courir et être stressé. Parce que ton enfant est tout le temps malade à la crèche, surtout la première année. Parce que toi, tu as des responsabilités à gérer au taf, de la pression, etc. Et je ne faisais que courir, prendre ton putain de RER, pardon pour le vocabulaire, mais où il y a des grèves, où il y a des retards, où tu es tout le temps en stress de te dire « Oh non, je vais arriver en retard à la crèche. Oh non, j'arrive trop tard au taf parce que j'ai déposé Léo trop tard à la crèche. » Enfin bref, c'était tout le temps l'angoisse, quoi, de cette vie où tu subis, en fait. Bref, je voulais insister là-dessus. Et donc, ma vie à cette époque-là, j'étais super mal. J'étais hyper mal et j'avais l'impression de devenir folle. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'avais l'impression que je faisais des malaises tout le temps, j'avais des pointes au cœur. C'était affreux, affreux, affreux. Et en fait, je passais ma vie à aller voir des spécialistes, des cardiologues, des neurologues, des ORL, voir si j'avais pas des cristaux, pourquoi j'avais des sensations de vertige aussi. Et j'ai dépensé, à cette époque-là, je m'en rappelle, 3 000 € dans des spécialistes, des examens, des IRM. Et j'allais aux urgences. Je suis allée plusieurs fois et je changeais d'hôpital pour pas qu'on me reconnaisse parce que du coup, ouais, il faut bien en rire. Hein. Du coup, tu passes un peu pour une folle quand tu arrives comme ça à l'hôpital. Je suis pas bien, je sens que je suis en train d'avoir un truc hyper grave. Faites-moi passer en urgence devant tout le monde, quoi, parce que j'étais trop mal. Et donc, on te fait des trucs, les tests, prise de sang, ECG, machin, machin. Et du coup, comment dire, si tu retournes dans le même hôpital, t'es pas pris au sérieux et parce que ils ont une fiche, ils te retrouvent et ils savent pourquoi tu es venu la dernière fois. Donc du coup, j'ai fait, je sais pas, 3-4 hôpitaux autour de chez moi, quoi. Mais pas les mêmes jours, hein, mais quand ça m'arrivait. Et quand j'allais pas à l'hôpital, j'appelais le SAMU pour qu'ils me rassurent, pour qu'ils me disent, bah, non, vous inquiétez pas. Et c'était horrible. Et c'était horrible. J'arrivais plus à dormir dans ma chambre parce que quand je m'endormais, j'avais des sursauts, parce que j'étais persuadée que j'avais un truc au cœur, en fait. Et c'est souvent ce qui se passe quand on fait de l'anxiété généralisée. T'es persuadée, enfin, il y en a beaucoup en tout cas qui sont persuadés d'avoir un problème au cœur. Et du coup, je m'endormais dans le canapé, je dormais pas, je m'endormais à 3-4 heures du mat. Enfin bref, c'était franchement horrible. Jusqu'au jour où j'ai décidé de commencer une thérapie avec un super psy. Qu'elle connaît, hein, c'est pour ça qu'on rigole. Voilà. Et c'est là où tout a changé, en fait, puisque c'est là où j'ai compris que j'avais quelque chose de psychologique. Alors, c'est difficile au début de dire, ok, c'est psychologique, j'ai pas une pathologie physique, mais là, j'ai commencé petit à petit à l'accepter. Et en fait, du coup, quand tu commences une thérapie, que tu es dans une urgence comme ça psychologique, il faut y aller très souvent. Donc, au début, j'y allais 2 fois par semaine pour que du coup, que je n'aille pas plus loin, que je n'aille pas dans une dépression, parce qu'un burn-out, anxiété généralisée, ça peut dévier en dépression. Et là, du coup, c'est plus compliqué de remonter la pente. Et donc, au final, tu vois, j'ai l'impression que ça a duré une éternité, mais cette grosse période, on va dire, où j'étais vraiment en urgence psychologique, ça a duré que 4 mois. Et j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Mais parce que déjà, la première chose qu'il faut faire, et je vous recommande vraiment de le faire, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices qui sont touchées par ce genre de choses, c'est vraiment de t'enlever cette idée de pathologie physique. Et pour ça, si tu dois dépenser un certain budget pour aller voir des spécialistes, faire des examens, etc., pour te rassurer et mettre cette idée-là de côté, c'est la première chose à faire. Écarter la piste pathologie physique, quoi. Et ensuite, tu as tout le travail psychologique à faire avec qui tu veux et de la manière dont tu veux. Moi, j'ai essayé plein de choses. L'hypnose, je suis allée voir une énergéticienne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une thérapie cognitive et comportementale, et jusqu'à me rendre compte que ce qui fonctionnait pour moi, c'était la thérapie basique, en fait, hein, avec mon psychologue. Et donc voilà, super période. Et alors attends, oui, un jour, je me rappelle, je me dis: «Mais du coup, les locomotives, j'ai complètement laissé ce projet de côté». Et c'était un soir d'ailleurs, je sais pas, je dirais 20h, 21h. J'ouvre mon ordi et je me dis: «Allez, reprends ce projet». Et à ce moment-là, j'ai repris ce projet, j'ai vraiment redémarré le truc, je m'étais fait un plan d'action à mettre en place, bref. Et donc là, je reprends ce projet, je commence à faire toutes les petites étapes que je m'étais prévues, etc. Donc je reprends petit à petit le projet. Et puis là, du coup, il y a eu le Covid, donc le confinement.
Voilà. Et ça, les gars, même si ça a été une période absolument horrible, anxiogène pour tout le monde, ça a été mais une telle aubaine, dans mon cas, hein, pardon, c'est bizarre à dire, mais c'est la Non, vérité. écoute, ça n'enlève pas toute la gravité et tout le reste et tout ça, mais tant mieux si toi, tu as pu y trouver, c'est un peu comme l'anxiété, c'est dur et tant mieux si on arrive à y trouver quelque chose de positif. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça. Pour nous et pour Manu aussi d'ailleurs. Pour tous les 2, ça a été Ouais. vraiment, bah, un moment, une pause, tu vois? Un arrêt sur cette Mmh vie mh. parisienne qui est un tourbillon. Heu, Bah, ouais, une pause, incroyable et donc à ce moment-là, je me dis: «OK, c'est une énorme porte de sortie là qui s'ouvre à moi, à nous en fait, à notre famille, notre vie». Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai lancé le premier épisode du podcast avec ma sœur Anaïs, qui Mmh. raconte qu'elle avait tout quitté pour aller, construire, une maison sur, une île paradisiaque qui s'appelle Siargao et qui se trouve aux Philippines, que je vous invite à aller écouter. Premier épisode qui a cartonné et vous comprendrez, pourquoi. En plus, ma sœur, elle est du genre à être, sans filtre, donc la conversation est plutôt sympa. Donc je lance ce premier épisode et je me dis et je me rappelle, je dis à Manu: «Écoute, c'est la porte de sortie qui va s'offrir à nous qu'une seule fois». Parce que lui était aussi pas très heureux dans son travail, parce qu'il avait pris, le poste de chef concierge, donc c'était le summum pour lui, hein, dans toute sa carrière, c'est là où il voulait arriver. Mais il s'était rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que ce qu'il avait pensé et d'être le chef de l'équipe, tu plus trop dans l'équipe et c'est compliqué, bref. Et du coup, on était un peu tous les 2 au bout de notre vie et je me rappelle, voilà, je lui dis: «Ben, c'est le moment, quoi. C'est le moment où il faut déclencher les opportunités et aller vivre la vie dont on rêve tous les 2». On avait tous les 2 envie d'être au soleil, d'avoir une vie plus douce, de quitter la région parisienne. On en avait vraiment, vraiment envie. Lui, il avait bien sûr plus de peur que moi parce que, ben, c'était plus compliqué pour lui, quoi, avec sa situation, mais voilà. Et du coup, je lui dis: «Bah, tu sais quoi? Je vais postuler à des jobs dans le sud et puis on verra ce que ça donne. On verra ce que la vie nous dit, quoi. Il faut faire confiance aussi à la vie, Mmh. tout en déclenchant les opportunités». Et donc, bah, je postule et bah, je trouve un job, mais vraiment, mais quand je vous dis quasiment en un claquement de doigts, c'est vraiment ça, quoi. Je trouve Ouais. un job, mais en 3 semaines, l'affaire s'était Mmh pliée, mh. Ouais. tu vois? Et j'avais envoyé, je sais pas, allez, entre 5 et 10 candidatures, pas plus. Mmh. Et là, je me dis: «OK les gars, ça veut dire que la vie, genre, elle m'envoie un signe, tu vois? C'est pas possible. C'est pas possible que ça soit aussi simple. C'est que ça veut dire que c'est le bon choix, quoi. On est sur la bonne voie». Et donc voilà et donc ben, je prends ce job, on rend notre appart, lui, il dit à sa boîte, bah, qu'il part dans le sud. La bonne chose, c'était que, bah, ils étaient tous au chômage partiel. Donc ça a pas trop posé de problème. Il a continué à être au chômage partiel, mais dans un endroit plus sympa, donc dans le sud. Donc voilà. Et pour ma part, ben, j'ai démissionné et j'ai pris ce nouveau job dans le sud, et voilà. Et la nouvelle vie a commencé. Incroyable. C'est vrai que, enfin, je me rappelle, ça s'est fait relativement rapidement quand même. Et tu vois, là, par exemple, cette énergie et cette organisation que tu as été capable de déployer pour mener à bien, parce que en vrai, ça a été vraiment très rapide, c'était quand même pas rien, et ça a été fait, enfin, ça a été mené d'une main de maître, quoi. Le projet a été mené hyper efficacement. Je parle pas du jour du déménagement où c'était un peu plus chaotique, mais, mais sinon, c'était c'était là où s'arrêtait l'organisation, par exemple. Oui, c'est ça, Mais c'est là où tu as vu mes talents. c'est là que je me suis dit: «Ah ouais, OK. Bon, changer toute une vie, d'accord, faire des cartons, du coup, beaucoup Non, moins». c'est Arriver clair. pour le déménagement à 9h, Sandra en pyjama avec une chaussette dans la main. Je fais: «Qu'est-ce que je fais de ça?» C'était un grand moment. C'est ça et c'est là où il faut s'entourer d'amis un peu, complémentaires, hein, donc C'est voilà, ça, Nina m'a un peu voilà. sauvé la mise là-dessus, c'est clair. Ah là là. Bon, mais donc du coup, vous arrivez dans le sud, tu commences un nouveau travail et finalement, c'est pas on n'est pas non plus arrivé, on n'est pas arrivé au paradis et tu as Ouais, réalisé une partie de ce que tu voulais faire en déménageant, mais non, ça ne va pas. Ça n'est pas bah, assez, ça oui. n'est pas ce qu'il faut. Non, attends, c'est pas ça. C'est en fait, il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu me dis: «Tu as été hyper organisée, tu as géré tout ça d'une main de maître». En fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est, à ce moment-là où je pense à ça quand tu me dis ça, c'est qu'en fait, quand on a déclenché le truc,
pour moi, ce n'était que du positif. Manu était en PLS, flippé, un truc de ouf. Et moi, je me disais, de toute façon, ça va être merveilleux. Et j'avais que ça en tête. Et en fait, je pense que ça a été merveilleux parce que c'est ce qu'on appelle cet exercice de visualisation où je me disais, de toute façon, ça va être merveilleux. Il n'y a pas d'autre solution, ça va être merveilleux. Oui. Tout va bien se passer, ça va être merveilleux. Enfin voilà. Et vraiment, pour moi, j'avais des paillettes dans les yeux. Et je savais que ça allait être merveilleux, mais je ne savais pas encore si... Oui, et puis je savais pas vraiment si j'allais trouver tout ce que je voulais, mais bref. Donc effectivement, on arrive dans le sud. Et donc, on avait prévu de vivre chez ma mère le temps de trouver quelque chose pour pas se précipiter, parce que je pense que c'est une erreur de se précipiter à trouver un hébergement. Si tu as plutôt l'opportunité de louer ou de vivre chez quelqu'un en attendant de trouver ta petite pépite, ton cocon, c'est plutôt, je pense que c'est une meilleure stratégie parce que ce qui va faire que tu es bien, c'est aussi parce que tu vas trouver un endroit où tu es bien, un environnement où tu es bien. Et ça, je le savais. Et donc voilà. Et là, c'est vrai que ça a été très compliqué parce que on vivait chez ma mère. Moi, j'avais l'été, c'était cool, mais après en septembre, j'ai pris mon nouveau taf et du coup, Manu, lui, il avait plus son environnement, plus ses potes, plus son taf, etc. Donc un petit peu compliqué cette période. C'était pas glam, c'était pas très glam. On se prenait beaucoup la tête. Voilà. Mais moi, je perdais pas ce truc en me disant de toute façon, ça va être merveilleux. On n'a pas d'autre choix, ça va être merveilleux. Et donc, on s'était dit, on cherche pas de logement de tout l'été parce qu'on se pose, on prend le temps de kiffer, de la mer, de la piscine, des enfants et tout. Parce qu'il y avait ma sœur aussi qui était là avec ses enfants à cette époque-là, on était tous chez ma mère. Et du coup, on profitait. Donc, septembre, je remets la machine en route. Je contacte 2 proprios de maison. Une visite qu'on ne fait pas parce qu'on passe devant, on se rend compte que c'est pourri. Et l'autre visite, j'appelle la nana et tout de suite, super entente avec la proprio. Enfin, tu vois, tu sens qu'il y avait un super truc, super feeling. On va visiter la maison et en fait, arrivé devant la maison, on ouvre la porte. En fait, on s'est regardé, on s'est dit, ok, c'est là qu'on va habiter. C'était sûr, c'était une évidence. Enfin, je sais pas, c'était sûr. Et bref, et donc on habite là, voilà, aujourd'hui. Et donc début octobre, on emménage dans cette maison là où on est aujourd'hui. Et on n'a jamais fait d'autres visites. C'est ça aussi qui est incroyable quand tu fais quelque chose où tu sais que la vie te dit, ok, c'est bon Sandra, c'est bon, c'est ok, t'es au bon endroit, c'est ce que tu dois faire, keep going, quoi. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Et le fait d'arriver dans cette maison, ça a tout changé aussi pour nous. Et c'est là où vraiment ça a été le début du bonheur, quoi, du bonheur, mais total. Et donc, je prends ce... Oui, vas-y, pardon. Je sens que t'avais envie de me couper. Oui. Non, oui, vas-y. je peux tellement, c'est horrible. T'étais sur ta lancée, vas-y, continue. Je m'auto-saoule, quoi. Dites-moi si je vous saoule. Personne ne peut te le dire. Ah oui, c'est vrai. Non, mais enfin, c'est à ce moment-là, si je me rappelle bien et en t'écoutant aussi, en fait, c'est une fois que tu réussis à être aligné, que tu arrives à vraiment faire éclore le cœur de ce projet. Parce que le but global, c'est quand même qu'on comprenne aussi qu'est-ce qui fait que ça a décollé en flèche. Et en fait, j'avais pas forcément réalisé ça avant, mais le moment où tu libères ton esprit de ce qui ne t'allait pas, c'est le moment où tu es pleinement capable de donner vie à quelque chose qui te ressemble. Mais grave, mais totalement. Et puis je reviens encore sur ce truc où je me rappelle Manu, il avait vachement d'angoisse. Non mais attends, on trouvera jamais. Les loyers ils sont hyper élevés, c'est limite comme en région parisienne. Et c'est vrai, il y a peu de différence. Et la nounou, je me rappelle, ma mère elle me disait non mais attends, faut que tu te dépêches, les places en crèche. Et la nounou. Et je me rappelle que, mais je n'avais aucun stress. Je disais à tout le monde non mais tranquille, je vais trouver une nounou, on va trouver un super endroit. Mais en fait, c'était même pas de l'auto-persuasion, c'est juste que je le savais. Voilà, tout allait être merveilleux, je le savais. Et il n'y avait pas d'autres possibilités, ça allait être merveilleux. Et je voulais que ça soit merveilleux. Enfin bref. Et du coup, tout s'est fait naturellement. On a trouvé une super nounou la première année. Là, maintenant, il est dans une crèche parce qu'entre-temps, j'ai pu postuler pour l'année d'après. Tout s'est passé, mais de manière merveilleuse parce que de toute façon, j'avais décidé que la perception de cette aventure serait hyper positive. Donc, je voyais tout positif. Tout était merveilleux. Tout était positif et on trouverait des solutions géniales. Et dès qu'il se passait un truc bien, pour moi, c'était extraordinaire. Tu vois, quand on a trouvé la nounou,
putain, j'étais là, mais c'est génial, elle est incroyable, la maison est incroyable. Puis tous les gens qu'on rencontrait étaient sympas. Donc je disais à Manu, mais regarde, tout est sympa et tout. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça très naturellement. Et petit à petit, effectivement, bah, tous les deux, on s'est retrouvés dans une vie, enfin tous les trois, du coup, avec Léo, on s'est retrouvés dans une vie, mais hyper alignée, quoi. Enfin, incroyable. Enfin, je me rappelle le premier hiver qu'on a passé ici, Manu, il me disait, mais en fait, il n'y a pas d'hiver ici, quoi. Et il était au soleil sur sa terrasse, H24. Et c'est vrai que même moi, j'avais oublié ce que c'était de vivre dans le sud. Ton manteau, tu le mets au placard, quoi. T'as plus besoin de ce gros Ouais. manteau parisien. Et c'est vrai que mais c'est con, tu vois, mais le ciel bleu et le soleil qui est quand même présent la majeure partie du temps ici, mais c'est incroyable en fait. Ça, sur ton état d'esprit, ça a un rôle fabuleux. Ouais. Ouais. Oui, oui, non, mais c'est clair. Ça, enfin, je te dis ça en regardant par la fenêtre et il y a un petit peu de soleil aujourd'hui quand même, mais voilà. Et mais oui, oui, non, ça joue, ça joue énormément sur. Ouais, surtout qu'en plus, toi, t'as grandi quand même dans le sud. Oui, tout à fait. C'était un retour aux Donc, sources, c'est vrai, je l'ai pas précisé. et Manu avait un petit peu de. C'est sa maman qui est dans le Ouais, sud. tout à fait. Sa maman est dans le Vous Var. aviez, il y avait un côté. En plus, enfin, vous partiez pas non plus. C'était pas. Enfin, pour toi, en tout cas, il y avait sûrement un côté rassurant d'avoir tout ça. Et c'était pas comme si vous aviez déménagé, je sais pas, à Bordeaux où vous connaissiez personne. Oui, c'est clair. Exactement, Il y a exactement. un côté racine. Oui, et je pense que, bah, pour le coup, tous les 2, on savait pas trop où on voulait aller habiter. Et puis, Mm. bah, lui, il a quand même, son grand, qui reste en région parisienne chez sa maman, donc fallait aussi penser à tout ça. Et il y avait beaucoup de Ouais, stress par rapport à ça. Donc au début, on s'était dit: «Vas-y, on cherche, dans des endroits stratégiques pour pas être trop loin de son grand». Et du coup, en fait, j'ai postulé un peu partout et bizarrement, bah, tu sais, quand la vie veut pas et que elle t'oriente vers quelque mm, part, c'est-à-dire que les seuls déjà, il y avait très, très peu de jobs dans le reste de la France et les seuls retours que j'avais, c'était dans le sud. Après, il y ouais, avait le reste, mais niveau job, c'était le néant, quoi. ouais, Et du coup, et pour ça aussi, c'est un truc que je me rappelle, je lui ai dit: «De toute façon, si on fait en sorte que ça se passe bien, tout se passera bien». Et c'est exactement comme ça que ça s'est bien passé parce qu'on a fait en sorte que tout se passe bien pour tout le ouais, monde, sans léser personne et ça, c'était vraiment notre priorité, bah, que tout le monde trouve son compte dans ce projet et qu'il y ait personne laissé sur le côté, quoi. ouais. Et donc, bah, là, on a mis, on a fait tout ce qu'on pouvait, pour ça, c'était vraiment notre priorité. Et je reviens quand même sur un truc, tu sais, tu me parlais d'alignement et Mm, cetera et je mhm, tiens quand même à dire un truc qui est important. Être aligné, c'est aussi dans le choix de ton partenaire. C'est-à-dire que quand je fais tu vois, un retour en arrière sur cette relation, avec Manu, je me dis qu'on a quand même toujours fait des compromis pour l'un et pour l'autre pour, comment dire? Pour que chacun s'y retrouve avec, ben, notre passé, nos envies, nos désirs, notre éducation, je sais pas comment mm, expliquer, mais en gros, on a toujours fait un pas vers l'autre, quoi. Une ouais, fois l'un, une fois l'autre, pour, bah, essayer de trouver notre alignement. Ça a pris plusieurs années, hein, de trouver notre alignement, qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ça, c'est vraiment ça a été un travail d'équipe. C'est ça que je voulais dire, ça a été un ouais, travail d'équipe. Et aujourd'hui, tu vois, souvent, on se le dit que, bah, déjà, moi, Manu, il m'a permis d'être, cette femme que je suis aujourd'hui et comment dire? C'est pas grâce à lui, mais parce que faut toujours, se dire que c'est grâce à soi. C'est important de pas dire que c'est grâce à quelqu'un qu'on est la personne qu'on est. Faut pas dire ça, mais mm, en gros, clairement, il m'a aidée à être, une meilleure version de moi-même, comme moi, je l'ai aidé à être une meilleure version de lui-même. ouais, Voilà, enfin, c'est ce que je trouve magnifique dans les relations comme ça, et dans la nôtre et je le dis haut et fort, c'est que vraiment c'est un travail d'équipe qui est incroyable et de communication et de se mettre ouais. à la place de l'autre et d'accepter les besoins et les opinions différentes de l'autre et je tiens à le dire parce que c'est important, parce que dans l'alignement, il y a aussi la question vie sentimentale et c'est important de Bien sûr. choisir, voilà. Non, mais c'est marrant que tu dises ça parce que enfin, quand je pense à vous et je pense que ton histoire, enfin, c'est pas forcément, on se dit pas forcément que c'était ça dont on allait parler le plus en soi, mais une histoire d'amour et un couple, ça prend a priori quand même pas mal de temps et de place dans la vie quand on choisit d'en vivre une et ou quand on en a envie. Et pour vous avoir vu avant et avant de déménager et maintenant, alors on en rigole souvent entre nous parce que c'est vrai que je vous ai vu à vos débuts et que j'ai partagé beaucoup de choses avec vous et que je vous ai vu aussi beaucoup être en désaccord et que Oui. j'ai été souvent là quand il pouvait y avoir des désaccords ou autres et de
mais vous avez toujours finalement trouvé des solutions, vous vous êtes réconciliés, et comme tous les couples. Enfin, mais de vous avoir vu après, une fois dans le Sud, il y a une différence, il y a une différence tellement énorme. Enfin, moi, dans le ressenti que j'ai pu avoir et dans la perception que j'ai de votre couple, de se dire, ok, en fait, le chemin, il était là, et c'était, vous étiez ensemble et vous vous tiriez vers le haut, et d'un seul coup, vous avez réussi à enclencher ça, et c'est comme si vous aviez fait tout ça pour ça, et que là, d'un seul coup, c'était enfin, la L'apogée, descente, quoi. l'apogée, ou le tout chousse vers le paradis. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai qu'on voit que vous êtes là où vous devez être, et ça se ressent énormément en termes d'apaisement et de, je sais pas. Ouais, non, mais c'est Et, clair. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça et en plus, oui, bah, c'est drôle, ce que tu dis parce que c'est vrai que, ben, comment dire? Manu et moi, on s'est toujours chamaillés en public et sans gêne. C'est quelque chose que, devant nos chamailler, potes ouais. ouais, chamailler jusqu'à, bah, vraiment, se disputer et tout devant nos potes, mais parce Ouais, qu'on est ouais, pareil. Là-dessus, bon, maintenant, on est on est moins là-dedans, mais ça nous faisait rire limite, c'est un peu de c'est quelque chose qu'en plus on aimait bien. Enfin, c'est bizarre, mais ouais. parce que ça faisait rire tout enfin, ça faisait rire les gens prenaient parti, chacun Oui, donnait oui, son bien avis, sûr, enfin, bien sûr. on en faisait un peu un truc et puis après, enfin, ça n'empêchait pas qu'on avait un amour profond l'un pour l'autre, mais c'est vrai que, bah, on avait des désaccords parce que, bah, moi je voulais autre chose, lui il disait: «Mais non, on va y arriver ici», enfin bref, voilà. Et oui, effectivement Nina a profité de ces échanges à plusieurs reprises. Et oui, une fois arrivée dans le sud, c'est vrai qu'il y a eu un profond apaisement qui s'est installé. Ça veut pas dire que, et attention, hein, c'est pas le monde des bisounours. Bien sûr que des fois on a Non, des bien sûr. désaccords, et cetera, hein. Je veux pas non plus, raconter des n'importe quoi. Mais effectivement, waouh quoi, niveau apaisement, c'est vrai que Mmh. ça a été fou. Et donc pour reprendre, sinon, désolée, Ouais. cet épisode va faire 2 heures. Non, Non, peut-être pas. recentrons-nous sur les locomotives. Voilà. Ouais. Donc je prends ce job et en parallèle de ça, en fait, je me dis, j'ai un objectif en tête, c'est que dans 1 an, je dois monétiser ce projet. C'est sympa d'avoir un projet sur le côté, mais moi, mon objectif, c'était vraiment d'essayer d'en vivre et je savais pas si c'était utopique ou pas à cette époque, mais en tout cas, je m'étais dit: «Vois ce que ça donne, mets un coup d'accélérateur aux locomotives, et essaie de faire quelque chose, essaie de gagner un petit peu d'argent avec». C'est quand même cool de gagner de l'argent avec, quelque chose que tu as créé. Et donc l'objectif de cette année, c'est non seulement, bah, de gérer ce nouveau job, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, super équipe, voilà et de donner un coup d'accélérateur aux locomotives et donc c'est ce qui s'est passé enfin pardon, le premier semestre, donner un coup d'accélérateur, deuxième semestre, travailler sur, l'axe de monétisation et donc ça s'est passé comme ça et ça a fonctionné. C'est-à-dire que le podcast a pris vachement plus, d'ampleur. J'ai commencé à avoir des milliers d'écoutes et c'est enfin vraiment ça s'est passé comme je voulais que ça se passe et ensuite je m'étais dit: «OK, maintenant mes auditrices, elles aiment bien, ça leur donne de l'inspiration, toutes ces histoires et cetera, mais beaucoup ont besoin de vraies clés en fait pour, bah, réussir à elles aussi changer de vie, trouver leur alignement et cetera». Donc ce qui Mmh. faisait sens, après réflexion, c'était de construire finalement, même si ça m'énervait de faire ça parce que, beh, il y en a tellement et que c'était un peu cliché et cetera, mais je me suis dit: «Ouais, mais en même temps, ça fait sens quoi, de créer ce programme de coaching et d'auto-coaching, de développement personnel pour que toutes mes auditrices, si elles le souhaitent, peuvent souscrire à ce programme et trouver l'alignement». Parce que moi, entre-temps, ce que j'ai oublié de dire, mais entre-temps, du coup, bah, j'ai suivi ma thérapie, j'ai fait des programmes de dev perso, j'ai fait des recherches, je passais ma vie à faire des recherches de dev perso et à trouver des Mmh. méthodes pour moi être alignée dans ma vie. Donc j'ai testé tout, enfin, j'ai tout essayé et j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas et en fait, il y a une chose, bah, le bilan que j'ai fait, c'est: «OK, ce qui fonctionne, c'est des méthodes qui sont faciles, compréhensibles de tous». Parce que le développement Mmh. perso, tu peux vite partir dans des trucs, perchés, profonds, les méthodes, hyper compliquées dont tu t'en tapes le coquillard clairement, parce que tu as pas le temps dans ta vie de penser à toutes ces méthodes compliquées et cetera. Non, il faut des trucs simples que tu peux mettre en place rapidement et dont tu te rappelles surtout, c'est ça aussi. Parce que le développement perso, c'est pas: «Ah tiens, je fais un programme de développement personnel pendant tant de semaines et après hop, je me tape dans les mains et c'est parti». Pas du tout. Le développement personnel, c'est quotidien, c'est ad vitam aeternam en fait. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de vous transmettre des clés que vous pouvez réutiliser H24 dans votre vie et qui restent dans un coin de votre tête. Et c'est là-dessus en fait, c'est sur ces fondements que le programme a été basé. Donc je démissionne,
Je fais une rupture conventionnelle avec cet employeur que je garde dans mon cœur et que je remercie profondément, qui a accepté du coup que je parte au bout d'un an, alors qu'il avait totalement d'autres projets pour moi et qui voulait que je reste. Donc ça s'est pas très bien passé, en même temps ça s'est bien passé. Et donc voilà, rupture conventionnelle, toujours assurer vos arrières si vous vous lancez comme ça dans un projet qui n'est pas tout à fait abouti en termes de monétisation. Prévoyez d'assurer vos arrières et d'avoir des filets de sécurité en termes de ressources financières, quoi, parce qu'il ne faut pas non plus prendre trop de risques. Donc voilà. Et donc le 30 juin, je quitte l'entreprise. Le 1er juillet, je suis à Paris chez toi, Nina. Et je fais le lancement du programme sur le plateau télé Bismart à Paris. Et donc là, c'était le début de mon aventure d'auto-entrepreneuse. Incroyable. C'est rigolo. C'est vrai, c'est incroyable. Ouais, bah oui, non, mais oui, ça fait... Enfin, je suis très admirative de tout le courage et de toute... Enfin, de tout ce que... Encore une fois, toute cette organisation et toutes ces cojones qu'il a fallu avoir pour lancer tout ça. Et alors, du coup, attends, mais parce qu'on est quand même... on fait le lancement. Enfin, on fait le lancement. Tu fais le lancement. J'adore. Je suis un peu trop impliquée. Mais après, donc ça prend de l'ampleur, mais ça s'arrête pas là parce que tu réalises que c'est pas non plus dans un claquement de doigts et que c'est pas si simple et que malheureusement il suffit pas que d'avoir envie pour que ça fonctionne. C'est clair. Oui, c'est clair. Et juste pour faire t'es trop mignonne, enfin, ça me touche trop quand tu dis oui, je suis admirative et tout. Et pourtant, moi, de faire cet épisode, je trouve que mon histoire est un peu banale, tu vois. Enfin, je vois pas l'extraordinaire dans mon histoire. C'est ça qui est marrant. Bah, enfin, oui et non. T'as pas escaladé le Mont Blanc avec un pied en moins, tu vois. Mais en même temps, si il y a quelque chose. En fait, je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est un peu comme si c'était la base de tout. Ça veut dire que t'as juste grandi et évolué selon un certain modèle. Tu t'es rendu compte qu'il y avait des failles dans le modèle parce que tu étais attiré par d'autres, j'allais dire d'autres choses à côté, c'est pas très gentil pour Manu, mais par d'autres horizons. Tu luttes un peu, t'es quand même un peu prise dans cette espèce de vie facile. Tu te rends compte que ça te correspond pas parce que ton corps te dit aussi que ça te correspond pas. Tout à fait. Et tu te donnes les moyens de te dire ok, bah, je vais faire quelque chose qui me correspond. Et au départ, c'est un peu c'est l'inconnu de se dire ok, je vais faire quelque chose qui me correspond. Je sais que c'est à peu près ça, mais on est loin du ah tiens, je vais faire un truc qui me correspond, bam, je le fais et hop, je gagne de l'argent. Parce que non, mais il y a quelque chose d'assez finalement là en l'occurrence, on parle de projet pro, ça aurait pu être, je sais pas, quand on écoute tous les épisodes du podcast, il y a des nanas qui veulent faire un truc qui leur correspond et qui n'est pas qui n'implique pas forcément un truc financier, qui n'implique pas forcément de changer de métier, ou que là, il y a quand même quelque chose d'assez basique, assez terre à terre. C'est un peu triste dit comme ça parce qu'on est loin de la poésie, mais malgré tout, t'as besoin de gagner de l'argent parce que t'as un loyer, un enfant, et pourtant tu fais ce choix, tu fais tout ça et tu te lances et ça fonctionne et tu te donnes les moyens de. Oui. Donc, c'est pas non, c'est pas banal, je suis désolée, moi je trouve pas ça banal, parce qu'effectivement, il y a ce que tu disais au début, mais il y a plein de gens autour de moi, mais moi inclus parfois, où on se dit, j'aimerais bien autre chose quand même. Je verrais bien autre chose. Ouais. Et toi, tu l'as vu et tu l'as fait. Donc, oui. Et tu sais, c'est marrant que tu dis ça, Nina, parce qu'il y a un truc qui est important quand même dans cette histoire, c'est que donc, quand j'ai fait mon année, parce qu'on va dire que la première année... où j'ai été maman, j'ai pas été bien. Même si j'ai moins eu de... Enfin, franchement, ça a duré peut-être 1 an que j'ai fait des crises d'angoisse et tout, même si après, je le gérais mieux. Il y a eu la grosse période de bad, et après, ça a quand même un petit peu duré. Et juste pendant cette année-là, je me rappelle, j'ai eu une conversation avec une personne, et cette personne, en fait, je lui dis, non mais attends, moi, je me lève le matin, je prends le métro, j'emmène mon fils, je vais au travail, je rentre, faut faire à manger, nan, t'es crevé, tu te couches. Et cette personne me dit, bah oui, bah comme tout le monde. Et en fait, là, je te jure, sa réponse, ça n'a fait qu'un tour dans ma tête, et je me suis dit, mais en fait, mais no way. Enfin, c'est pas parce que la majorité des personnes vivent ça,
Mais moi, je veux pas vivre. Je veux pas vivre comme ça. Je veux que chaque jour soit une fête. Je veux que chaque jour, je le kiffe. Je veux pas attendre mon putain de week-end pour vibrer, mes 5 semaines de vacances pour dépenser mon fric et faire ce que j'aime et lâcher prise. Mais non, en fait, je veux que chaque jour soit un kiff. Et en fait, c'est là aussi où cette idée de lancer ce projet, mais c'était surtout pour me créer cette liberté financière et pour que chaque jour soit comme j'ai envie qu'il soit. Et pas d'attendre ce truc tu vois, d'attendre ces moments de vie que la société t'impose pour kiffer. Non, en fait. Et c'est ça qui est resté et qui reste aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me battrai et que je ferai le maximum pour vraiment accéder à une vraie liberté financière pas sans m'arrêter de travailler, parce que j'adore travailler, c'est pas l'idée, mais de faire en sorte d'avoir des projets qui me rémunèrent et qui me font gagner ma vie et en même temps vibrer chaque jour. Et ça, c'est important, je le souligne, parce que c'est vraiment en fait ça qui fait ma motivation chaque jour. Ouais. Voilà, je voulais absolument insister là-dessus. Vous ressentez cette passion quand je parle? Non, mais complètement. Mais, non, mais attends, oui. C'est, voilà. Et c'est ça qui est beau. Ouais, et c'est ça d'ailleurs, hein, tu vois, les jeunes aujourd'hui qui ont 20 ans, ils ont plus envie d'attendre 60 ans pour kiffer leur vie, quoi. Ouais. C'est ça qui se passe, en fait. Oui, non, mais complètement. Voilà, donc, mais oui, du coup, pour revenir à ta question de départ, qui était « ça n'a pas été simple », non, ça n'a pas été simple parce que je me suis rendu compte que je connaissais pas forcément les clés du marketing digital, je connaissais pas forcément les règles d'Instagram, les bonnes stratégies, etc. Faire une page de vente, ça semble anodin. Vous tombez sur une page de vente, vous tombez plein de fois sur des pages de vente de différents produits, vous avez l'impression que cette page est lambda, mais pas du tout. Derrière, il y a un travail de copywriting, il y a un travail de mettre les images au bon endroit, les bons textes au bon endroit, les bons mots en gras, le bon bouton pour aller acheter le produit au bon endroit. Tout est prévu, tout est stratégique dans une page de vente. Et tout ça, je ne le savais pas. Et voilà. Et du coup, je me suis plantée parce que parce que je savais pas, quoi. Et forcément, si t'as pas les infos, tu t'apprends comme ça. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'échec, il y a que ça te permet simplement d'apprendre et de faire encore mieux. La seule chose qu'il faut, c'est persévérer. Du coup, je me suis formée au marketing digital. J'ai repassé un diplôme de marketing digital pour monter en compétences. Je me suis formée avec une super coach Instagram pour comprendre quelles étaient les erreurs que je faisais, pourquoi ça décollait pas plus et qu'est-ce que je pouvais faire pour faire les choses vraiment au mieux, quoi, de mettre en place la meilleure stratégie, la stratégie gagnante sur Instagram, comment faire une bonne page de vente, comment faire des publicités Facebook et Instagram, pourquoi mon programme a pas autant décollé que je le voulais, même si le lancement a été plutôt bon, mais après c'était plutôt dans l'idée de te dire ouais, ça va me rapporter des ventes chaque mois, tranquille, les mains dans les poches, mais pas du tout. J'avais rien compris en fait, je n'avais absolument rien compris. Donc comment faire pour créer un funnel, un tunnel de vente qui fonctionne? Tout ça, je ne savais pas. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, il ne faut pas penser qu'au succès, qu'au résultat, il faut aussi apprécier l'aventure, apprécier le chemin. Et je vous jure que c'est ce que je fais tous les jours, même si ça a été dur, même si des fois tu te remets en question. En fait, c'est un tel kiff. Tu apprends tellement de choses quand tu es auto-entrepreneur et que tu dois te démerder et tout faire toute seule. Mais c'est incroyable, en fait. Ton cerveau, il est en ébullition constamment. En ébullition. Ouais, non, je me suis... T'as mélangé émulation et ébullition. Voilà, en ébullition, pardon. Mais Nina, à l'habitude, je crée des mots. Ça, depuis que je suis petite, ma mère avait un carnet d'ailleurs dans lequel elle notait tous mes mots inventés. Petite anecdote. Ébullition, j'aime beaucoup. Voilà, vous pouvez le garder si vous voulez. Maman, tu peux le noter dans ce petit carnet que tu avais. Ouais, donc du coup, tu fais toutes ces... Enfin, tu te formes, t'apprends, tu te formes sur le tas, on peut dire ça comme ça. Tu développes, et c'est incroyable de voir quand on regarde vraiment toute l'évolution, moi je trouve ça formidable. Mais surtout, tu fais développer... c'est pas ça que je veux dire. Tu fais avancer le schmilblick. Les locomotives, le schmilblick. Non, mais les locomotives, et surtout, tu le développes beaucoup plus que ce qui était entre guillemets prévu au départ, parce que arrivent les masterclass, et ça, initialement, t'en avais pas parlé. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, puisque du coup, comme j'avais rien compris, j'adore le dire, ça me fait beaucoup rire, et que j'étais persuadée d'avoir tout compris, c'est très drôle, ça c'est quelque chose qui m'arrive souvent, mais l'essentiel c'est de pas rester con et de se remettre en question et d'avancer. Du coup, j'ai compris
ce qui marchait pas. J'ai regardé ce que les autres faisaient. Comment elles font, toutes celles qui Mmh. vendent, leur programme de dev perso, comment on fait, quoi? Et en fait, Mmh. j'ai compris que, il fallait donner beaucoup aux autres, à tes prospects, à tes auditrices. Faut leur donner beaucoup gratuitement Ouais. et du coup, ça, j'avais pas compris, en fait, qu'il y avait, 80 de contenu que tu donnais gratuitement pour en avoir, Ouais. 20 de retour qu'on t'achète. En gros, c'est un peu ça. Pas très Et français ce que je dis. aujourd'hui, la masterclass, c'est devenu, ton Alors enfin, attends, tu parles du programme de coaching, non? oui, oui, bien sûr. Oui, voilà, parce qu'en fait, donc les masterclass, j'en ai donné énormément, pour, du coup, donner des clés gratuitement à une plus grande audience, Mmh. pour aussi, faire effectivement le lancement, et les lancements de mes, programmes de coaching sur 3 mois. Parce qu'en fait, du coup, j'ai dupliqué l'auto-coaching, le programme conçu en autonomie, en Mmh. accompagnement sur 3 mois, où là, on fait vraiment des classes de filles avec Manon qui est notre super coach. Grande histoire avec Manon aussi d'ailleurs, mais on n'en a pas parlé, mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Et Mmh. effectivement, aujourd'hui, on accompagne des dizaines de personnes sur des accompagnements qui durent Ouais. 3 mois, dans lesquels on forme ces filles pour les aider à se créer une vie à leur image, à devenir alignées dans leur vie, etc. Et ça, effectivement, c'est incroyable déjà d'avoir lancé la première, j'étais en mode ouh, ouh. Et ensuite la deuxième, Mmh. et ça marche encore mieux que la première, et tu dis ouh, ouh. Et c'est excitant, quoi. C'est excitant à chaque fois Ouais. de faire un pas de plus. Et du coup, aujourd'hui, les locaux, c'est quoi maintenant? Parce que au départ, c'était ce podcast, mais maintenant, ça a quand même, enfin, ça s'est étendu. Et aujourd'hui, pour toi, c'est quoi les locaux? Du coup, haha, vous voyez le mot «du coup», hein, quand on Mmh. lit de l'interview, Mmh. on le dit tout le temps. Moi, c'est vraiment le mot de transition que je dis tout le temps. Les locomotives, la mission, en fait, à travers les locomotives, en une phrase, c'est d'aider les femmes à vivre la vie qu'elles désirent. Et si je peux ajouter quelque chose, et donc à créer une vie, qui leur ressemble, à oser faire leurs propres choix et puis, ouais, toucher du doigt finalement le plein épanouissement, puisque c'est pour ça qu'on Ouais, est là, hein? c'est beau. Ah On non, est pas c'est là cool, c'est cool. pour enfiler des perles. Non, non, mais oui, complètement. OK. Et ça, c'est, enfin, oui, tu l'as développé tellement, à travers, enfin, moi, je suis vraiment, j'en reviens pas de l'évolution de tout ça, d'être partie d'être partie de quelque chose qui était déjà très bien, mais effectivement, il y a 2 ans, il y avait le premier épisode avec ta sœur, et aujourd'hui, tu fais des formations, et il y a toute une communauté qui est addicte, un petit peu à tout ça. Je trouve ça incroyable. Donc tu vois, c'est pas Ouais. si banal que ça. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, ça, c'est un truc, tu vois, avant de me lancer, je regardais plein de masterclass, je cherchais, en fait, qu'est-ce que je pouvais faire et comment je pouvais le faire. Et je me Mmh. rappellerai toujours, j'avais assisté à une masterclass, donc gratuite, de, Alexandre Dana, le cofondateur de la société de formation Live Mentor, qui est super, et c'est là où j'ai fait ma formation de marketing digital. Super pub que je fais pour Live Mentor. Merci, au revoir. Et du coup, je me rappelle très bien de cette masterclass où il dit: les gars, la première des choses à faire, c'est de vous construire une communauté, de bâtir une communauté que vous allez engager. Et ensuite, peu importe les projets qui vont en découler, cette communauté va vous suivre si vous arrivez à l'engager. Et en fait, c'est ça Ouais, qui a été le premier, tu vois, le premier plot, ouais, le premier galet que j'ai posé. C'est, je me suis dit, OK, il faut que je crée une communauté. Ça, c'est important. OK. Et du coup, maintenant, ça va être quoi les locomotives? C'est quoi la suite? Eh ben, C'est quoi la vision la en vision. avant-première? The Vision. Donc effectivement, en avant-première, j'en ai déjà un petit peu parlé sans trop en parler, et cetera. Enfin voilà, sans trop en Mmh. parler. Mais il y a vraiment un but, effectivement. L'objectif, ce serait vraiment de créer un cercle vertueux, c'est-à-dire un endroit, voilà, les locomotives, c'est un peu l'endroit où, vous le savez, positive vibes, et cetera, parce que c'est hyper important, tout ce qui est psychologie positive. Je crois que c'est vraiment la clé première, que j'essaie d'inculquer à plus de personnes que je peux. Et en gros, ce serait vraiment un endroit où les femmes peuvent, s'inspirer en écoutant les podcasts de toutes ces nanas qui ont fait des trucs incroyables. Enfin, des trucs incroyables, j'aime pas dire ça parce que du coup, ça fait peur aux Mmh. femmes. Donc non, qui se sont juste écoutées et qui ont osé faire ce qu'elles avaient envie de faire, créer la vie qu'elles voulaient. Donc tu peux t'inspirer, tu peux aussi travailler
concrètement sur ton développement personnel grâce à l'auto-coaching, grâce au coaching sur 3 mois, parce qu'on donne des vraies clés, c'est une vraie formation. Et le dernier pilier, ce serait vraiment de les aider à donner vie à leur projet d'entrepreneuriat. Parce qu'il y a aussi un sujet qui me passionne, comme tu l'as compris, c'est la liberté financière. Et je pense vraiment que ça fait partie, pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est ce vers quoi j'aimerais aller, d'un certain alignement qu'on peut trouver, c'est faire quelque chose vraiment qui nous passionne et qui émane de nous et qui, en plus de ça, nous permet de vivre au quotidien, de nous rapporter des ressources financières. Et donc, c'est vraiment ça, j'aimerais créer ce cercle vertueux. Donc, tu t'inspires, tu travailles ton développement personnel et tu donnes vie à ton projet. Ok. Ça serait vraiment le but ultime. Le but ultime. Ok. Écoute Sandra, je pense qu'on a fait une description assez poussée, assez intense de tout ton parcours. Donc je vais faire uniquement du plagiat, puisque ce n'est évidemment pas mon podcast au départ. Donc nous arrivons à la fin de cette interview. Et Sandra, est-ce que je peux te poser 2 dernières questions ? Non. La première, quel était ton rêve de petite fille ? Ah, c'est trop beau. Ça me fait trop bizarre qu'on me pose ces questions, mais c'est drôle. Eh ben, attention, roulement de tambour, gros rêve pour Sandra Verger en perspective. Non, je rigole. Princesse. Voilà, princesse. Eh ben non, même pas, pourtant on aurait pu le croire. Non, eh bien, je voulais être coiffeuse, mais vraiment, du fond du cœur, je voulais être coiffeuse. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Et souvent, comme je pose toujours cette question, j'ai un peu fait comment dire, l'analyse. Ouais, voilà, exactement. Et bien finalement, c'était un peu ce truc de se dire, pour moi, aller chez le coiffeur, c'était aller dans un endroit positif. Il y a que des positives vibes, toutes les nanas parlent ensemble, ça s'entraide, ça rigole, et en plus de ça, ça se fait belle. Et c'est un peu ce que je disais, ouais, je pense que j'essaye de libérer la beauté intérieure. Enfin, j'aimerais que les femmes libèrent toute leur beauté intérieure. Et ce truc des locomotives, c'est un peu mon salon de coiffure finalement. Un petit peu, quoi. Ça. Non, mais c'est vrai, tu prends soin des gens, tu libères ce qu'il y a de mieux en chacune d'elles et ça papote. Et ça papote sévère. Et du coup, est-ce que tu as un mantra qui te guide dans la vie ? Oui, ouais, carrément. Ouais. Et que j'imagine que tu en as plusieurs, mais oui. Est-ce qu'il y en a un vraiment qui est au-dessus du lot ? Oui, il y en a un qui est au-dessus du lot. Et je pense que ça aide, que ce soit dans des moments négatifs et positifs de vie, c'est dans la vie, rien n'est définitif. Et c'est d'ailleurs une phrase que j'ai tatouée, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sur mon bras. Et Nina est encore là. Nina est tout le temps là, en fait. C'est un truc de fou. Cette fille est tout le temps là, quoi. Le même tatouage, oui, pas le même texte. Pas tout à fait. Ouais, on l'a fait ensemble, effectivement. Donc c'est pas pour rien que Nina m'interviewe aujourd'hui. Pas du tout. Et donc voilà, c'est ça. Et juste, si je peux expliquer un petit peu, c'est le fait de se dire, par exemple, pour toutes les femmes qui accouchent et qui vivent les premiers mois avec un bébé, on sait que c'est difficile, et c'est de se dire, on a l'impression que cette période va durer toute notre vie. Pas du tout. Et ça fait partie de ces mantras qui te permettent de te sortir d'un moment de vie et de te dire, ok, bon là c'est pas très très fun, mais ce n'est pas définitif et puis ça va changer. Et même quand tu es dans un moment de kiff, de se dire, par exemple, le projet que tu mets en place, peut-être qu'il n'est pas définitif, à ce moment T, je le kiffe, il me fait vibrer. Peut-être qu'un jour, il me fera plus vibrer et que je ferai autre chose, et c'est pas grave. Et c'est pas grave, finalement. Ouais. Oui, ça aide soit à passer outre une situation désagréable, soit à profiter pleinement d'une situation agréable. Ouais, et d'évoluer en acceptant que dans la vie, il y a des changements, il y a des transitions, il y a des transformations. Tout à fait. C'est beau. C'est très beau. C'est émouvant. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose ? Écoute, la seule chose que je veux dire déjà, c'est un grand merci à toi, Nina, ça me touche mais tellement du fond du cœur que en plus, franchement, tu as mené cette interview mais parfaitement, donc j'espère, hein, chapeau bas. S'il y a des blancs, ou s'il y a des bugs, ou si j'ai l'air perdue à un moment ou à un autre, mais non, franchement, c'était un plaisir. J'aurais été très triste de pas le faire, donc c'est clair. C'était chouette. Non, mais t'as été parfaite. Et merci du fond du cœur. Et désolée, je parle tellement, mais je me rends compte en fait que je parle tellement. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Ah, et pour une fois que c'est toi qui parles. Oui, mais quand même, je parle beaucoup. Mais en tout cas, merci Manina, franchement, du fond du cœur. Merci à toi. C'était chouette de me prêter à cet exercice. Et merci à toutes pour celles qui ont écouté cet épisode.
Salut. Salut. À plus. À plus, Sandra. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!